Bon, nous allons commencer cette session. Allez-y, allez-y. Installez-vous pour nos retardataires. Je vais présenter rapidement nos deux intervenants aujourd'hui fameux et on les remercie avec une gratitude toute particulière, je dirais pourquoi dans un instant. Lionel Nakache qui est à côté de moi, qui est professeur à la faculté de médecine de Sorbonne U et qui est neurologue, qui est ancien membre du comité national d'éthique, et puis Alain Prochian qui est neurobiologiste, qui est est-ce qu'on dit professeur honoraire au Collège de France, non? Ou en tout cas ancien, oui quand même, de la chaire des processus morphogénétiques, membre de l'Académie des sciences, et qui a été Grand Prix de l'INSERM, enfin aussi un ancien, je pense, du comité national d'éthique. La personne qui est en ligne peut couper son son. Tout à fait, je suis en train. Ah, c'est vous? Ça doit être moi. Ah, mais comment? Comment c'est vous qui... Vous parliez peut-être d'une interférence avec le téléphone? Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Là, vous vous désignez, mais ce n'est pas vous. Donc voilà. Donc, et puis, qui a été également administrateur du Collège de France. Donc voilà, les remercier vraiment tous deux. Entrez, installez-vous. Je dis une grande gratitude parce que ces deux grands chercheurs non seulement sont bien sûr émérites au sens fort du terme dans leur discipline, mais aussi avec cette qualité de générosité intellectuelle, pédagogique, de faire travailler ensemble, en tout cas moi je le dis comme ça, pardonnez de mes mots, de faire travailler des épistémologies qui sont différentes, donc on appelle ça l'interdisciplinarité, mais ils le font avec grande conscience. C'est d'ailleurs très présent dans le dernier ouvrage, notamment de Lionel, mais c'est vrai que tous les deux se sont... faut couper, hein, Colline, hein. Tu n'arrives pas à couper le son de tout le monde, hein? Je ne pense pas. Mais tous les deux, en tout cas, vraiment nous offrent, grâce à leur savoir scientifique, nous permettent de comprendre aussi notre travail en sciences humaines et sociales sur la compréhension du monde. C'est ce qu'on va avoir ce soir, puisque le sujet de ce soir, c'est qu'est-ce que faire partie du monde, quel type de relations nous tissons les uns avec les autres, avec le reste du vivant, avec notre propre conscience. Le moi est-il une fiction, etc. Donc ce sont des questions absolument déterminantes. Lionel va, proposer sa vision des choses et aussi ce qu'il nomme une éthique de la discrétion. Ensuite, ce sera Alain Prochian qui prendra la parole et viendra également nous dire comment, je ne sais pas, plasticité neuronale et faire partie du monde fonctionnent ensemble. En tout cas, voilà, moi je me permettrai en dernier temps de faire un petit rebond et de simplement donner trois petites réflexions, une d'ordre psychanalytique, une d'ordre littéraire que nous partageons, elle est simple, je pense que tu la vois venir, et puis une autre d'ordre un peu plus philosophique, et puis qui ouvre la voie à ce qu'on appelle la psychiatrie phénoménologique, et puis on échangera, et puis si vous avez quelques questions, cette foule étant immense, nous lui donnerons la parole, et je donne tout de suite en tout cas la parole à Lionel pour commencer. Merci beaucoup Cynthia, je ne sais pas si on m'entend bien. Merci beaucoup et bonsoir à tous et à toutes et aux personnes qui sont dans la salle et derrière des écrans. Et donc je me réjouis vraiment, et en plus Cynthia m'a proposé qu'on intervienne, Alain et moi, il y a déjà très tôt en fait après l'apparition de ce livre, donc c'est extrêmement généreux de ta part et je me réjouis et ça te permet d'échanger à nouveau ensemble. Et comme tu l'as dit, peut-être de commencer en rebondissant sur cette approche d'interdisciplinarité qui est au cœur à la fois de ce livre, mais aussi de la plupart à la fois des essais et aussi des recherches qu'on peut être amené à faire, avec très clairement, peut-être en mini-introduction, pour moi l'interdisciplinarité c'est quelque chose de très compliqué, qui expose à beaucoup de risques, beaucoup d'écueils, on pourra en parler, mais d'une certaine manière je pense qu'on n'a pas vraiment le choix,
notamment pour les questions les plus profondes qui nous intéressent. Donc on est soumis à une sorte de paradoxe. C'est presque sûr que ça va rater, mais on ne peut pas faire autrement. Donc c'est un peu ce qui définit aussi mon approche en général. Et donc ça oblige aussi à avoir un certain style, à la fois faire preuve de panache, en tout cas dans l'écriture, et de savoir qu'on s'expose à certaines difficultés. Voilà, ça c'est un peu le point de départ. Alors juste aussi vous dire d'où je parle, parce que c'est vrai que ce livre qui s'appelle Apologie de la discrétion, comment faire partie du monde, pourquoi se poser la question de l'appartenance au monde. Alors mon parcours là, sur cette question, il est très clair. Il provient en fait de... on pourrait dire de manière schématique que les rapports que chacun d'entre nous, donc chacune de nos subjectivités entretient avec le reste du monde, donc on fait partie du monde, on va voir si on est d'accord sur ces termes, on appartient au monde, on fait partie du monde, et chacun d'entre nous, du coup, on peut décrire la nature des liens, des relations que nous entretenons, chacun d'entre nous, avec le reste du monde. Et le reste du monde, pour moi, il comprend au moins 3 cercles concentriques. C'est évidemment le rapport avec les autres, ça paraît le plus évident, le lien social, le lien intersubjectif, interpersonnel, donc le rapport avec les autres humains. Le rapport évidemment avec le reste de la nature non humaine, et qui était aussi une préoccupation qui aujourd'hui, par une résonance politique, sociale, mondiale, avec la préoccupation redoublée de l'écologie politique, etc., sous tous ces termes, redouble d'intensité. Et le 3e cercle, c'est en fait pour moi le plus intime, c'est le rapport que nous avons chacun d'entre nous avec nous-mêmes. Et que tout commence par là. Et vous allez voir que ce que je propose comme construction, en fait, ça s'enracine dans ce premier cercle, dans quelle est la nature du lien que nous avons entre, si on veut dire, celui que je suis ici et maintenant, consciemment, mes propres yeux, ce que je me rapporte à moi-même de qui je suis, et avec les autres instances de moi, notamment à travers l'exercice de la mémoire, un rapport de mon passé, mais également projectif dans le futur, etc. Et pourquoi ça commence par là pour moi ? Parce qu'en fait, donc Cynthia rappelait, je suis neurologue et je fais de la recherche en ce qu'on appelle les neurosciences de la cognition. Donc c'est un domaine qui parfois, nos collègues les plus proches du fonctionnement des neurones dans leur architecture la plus fine peuvent voir avec, non pas condescendance, mais en disant on voit les choses de très très loin. Alors c'est vrai, on les voit de très loin, mais on essaie quand même de les voir. Et mon thème de recherche, c'est la conscience. C'est ça qui m'intéresse en réalité, c'est comment est-ce qu'on peut élaborer une biologie de la conscience et comment le passage par la biologie peut nous permettre d'éclairer même la structure même de la conscience. Cet aspect que j'aime bien appeler dialectique, c'est que quand on passe par le cerveau pour aborder une question de psychologie, souvent c'est pas juste qu'on fait une cartographie cérébrale de la psychologie, ça m'intéresse en fait personnellement peu, mais ça va nous permettre de faire exploser la définition initiale psychologique que nous avions. Donc c'est ce cercle-là qui m'intéresse. Et il s'avère que dans le rapport entre nous-mêmes et nous-mêmes, donc ce premier cercle, un des aspects qui m'a paru les plus intéressants, c'est que la nature du lien que nous avons, elle me semble devoir faire un détour par un concept mathématique, c'est ce concept de discret et de continu, qui est un concept que vous connaissez tous, qui est un concept qu'on apprend tous au collège, au lycée, et puis qu'on peut creuser, que les mathématiciens ne se gênent pas d'explorer, qui est un concept à la fois très complexe, mais qui est en même temps très partagé dans notre culture. Donc il m'a semblé nécessaire de passer par ce concept-là, de la tension entre le discret et le continu, parce que pour le dire d'une phrase, après je vais la commenter, l'impression que j'ai, c'est que la structure de notre relation entre celui que je suis consciemment maintenant et celui que j'étais avant, elle s'apparente davantage à une structure entre des éléments discrets, comme si les différents moments de conscience sont des ensembles, sont les éléments d'un ensemble discret, un peu comme les nombres entiers naturels, si vous voulez, et non pas des instances qui seraient en continuité chacune avec les autres. Ce que je veux dire par là, je vous rappelle, la propriété de base des ensembles, si on prend les entiers naturels ou les réels, une des conséquences de ce qu'on appelle les ensembles discrets, c'est que dans un ensemble ordonné, comme les entiers naturels, eh bien, vous pouvez, non seulement chacun des éléments est différent des autres, mais vous pouvez identifier les voisins immédiats de manière absolument nette. 2 est après 1, avant 3. Voilà. Et puis dès que vous basculez dans un ensemble continu, et le premier ensemble qui répond aux critères rigoureux de la continuité mathématique, c'est l'ensemble des réels, eh bien là, chacun des éléments reste différent de tous les autres, évidemment. Mais par contre, vous avez beaucoup de difficultés à identifier les frontières, les voisinages de chacun des éléments, et avec cette conséquence pratique qui est qu'entre deux nombres, vous pourrez toujours trouver une infinité de nombres. Voilà, entre 2 et 2,1, vous pouvez aussi nicher une infinité, indénombrable même pour les réels. Donc voilà, on a cette idée, est-ce qu'on est plutôt, on voit bien ce que ça veut dire, c'est pour la question subjective, comment je suis relié au monde, est-ce que mes liens avec le monde, c'est que je fais partie d'un grand tout, dans une forme de continuité de laquelle je suis indissociable, et il n'y aurait pas de frontière, de barrière nette entre moi et le reste du monde, et du coup entre moi et les autres et entre moi et moi,
Ou bien est-ce qu'on peut tirer le concept de discrétion? Alors j'utilise le mot discrétion, parce qu'au passage, je trouvais ça étonnant que dans le vocabulaire, la continuité, c'est un nom. Discrétion, ça n'existe pas, c'est évidemment pas la définition du mot. Alors il y a des mots techniques comme discrétisme parfois, mais qui ne fait pas du tout partie du vocabulaire commun. Et puis parfois on parle de discontinuité, mais parler de discontinuité, c'est déjà définir le discret par opposition au continu, pas de manière positive, on pourrait dire. Donc je trouvais ça étonnant que dans le vocabulaire, il y a une sorte déjà de discrétion de cette discrétion, puisqu'elle n'apparaît même pas dans le vocabulaire, d'où le néologisme un peu ludique que je proposais. Et dans ce cadre-là, entre ces deux tensions, j'ai l'impression effectivement que la description de notre relation avec le reste du monde, dès lors qu'on fait appel à une entité consciente, un individu conscient, elle me semble beaucoup plus avoir affaire avec quelque chose, en tout cas de beaucoup plus discret, au sens mathématique que je définissais, que quelque chose de continu. Alors que intuitivement, souvent, on pourra en discuter, on est très attiré par une forme d'intuition de continuité, continuité de la scène visuelle spatiale, continuité du monde, continuité du temps subjectif aussi. Donc ce livre, il vient non pas, il vient rien résoudre, mais il vient éclairer la question du lien avec le monde en se saisissant de ce concept, cette paire de concepts mathématiques du discret et du continu, et voir comment on peut les projeter sur la question des liens au monde, qui est une question universelle et vraiment évidemment extrêmement ancienne et urgente en même temps aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut jouer avec ces deux concepts très simples à manipuler, et voir ce qu'on peut, en les frottant, en faisant des collisions comme ça, qu'est-ce qu'on peut tirer comme principe, et voir comme éthique. Et effectivement, je joue le jeu d'aller jusqu'à proposer une éthique. Ça veut dire, est-ce qu'on peut extraire de cette conception les valeurs et les principes au nom desquels on va essayer d'établir la nature des comportements qui nous sembleraient les plus adéquats pour interagir avec, justement, ce qui n'est pas nous ici et maintenant, c'est-à-dire avec moi dans le passé, avec les autres, avec la nature, éthos, éthologie, l'environnement. Donc est-ce qu'on peut décliner une éthique de cet aspect-là? Alors pour aller très vite, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, mon point de départ, je vous disais, c'est par les neurosciences de la conscience. Et alors les neurosciences, et Alain à ma droite est évidemment beaucoup plus qualifié que moi pour en parler, mais une des révolutions pour moi fondamentales des neurosciences, c'est, vous le savez, c'est en 1906, si on veut un acte de naissance, c'est Cajal et Golgi, prix Nobel en 1906. Golgi qui le reçoit pour l'invention de la méthode, la coloration argentique, qui permet de voir au microscope de manière inédite jusqu'alors l'architecture fine des neurones et de leur structure de réseau. Et Cajal, qui a le prix Nobel la même année, en même temps que Golgi, qui le partage avec lui, mais pour sa théorie en fait. La théorie ou le dogme neuronal, on pourrait dire la théorie de la discrétion ou de l'individualisme neuronal. Et vous savez, dans le discours, vous pouvez le télécharger sur Internet, le discours Nobel de Cajal, qui est en français, il énonce ce principe, les neurones entretiennent des relations de contiguïté et non de continuité. Et ce qui était fascinant, c'est qu'en fait, cette époque historique scientifique, Golgi pensait que les neurones étaient plutôt fusionnés au niveau de leur contact, qu'on appelle des sortes de syncytium. Donc il avait une vision, et je commente, alors c'est un livre qui est il y a beaucoup de digressions, beaucoup d'aspects, mais j'essaye même de formuler des hypothèses comme ça sur... Voilà. Donc on part avec déjà, notre cerveau, il est plus discret. Les relations entre les neurones sont des relations davantage discrètes. Alors on peut visiter ça, on peut dire oui, mais on sait qu'il y a des phénomènes cellulaires qui transgressent ce principe de discrétion. Voilà, pour les plus intimes, on trouve les gap junctions, plein de choses, on peut épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, il y a ce principe de discrétion. Et puis dès qu'on fait un pas en avant, on se rend compte par exemple que lorsqu'on essaye de chronométrer notre temps de réponse, donc de sonder par la chronométrie mentale, on peut découvrir qu'en fait, le temps que nous mettons pour penser, il ne semble pas structuré de manière mathématiquement continue, mais il y a une sorte de période, donc de durée minimale incompressible, avec des cycles entre ces durées, un peu comme le concept qui est à la base, même si ça n'a rien à voir avec la physique quantique, mais la notion de quanta de traitement cognitif. C'est-à-dire si vous devez allouer votre attention quelque part, vous allez souvent engager des entités, des multiples entiers d'une quantité incompressible dans les temps de réponse. Donc par exemple ça. L'activité cérébrale, quand vous enregistrez de l'EEG ou de l'IRM, en continu, avec certaines méthodes d'analyse, on se rend compte qu'en fait, les patterns d'activité cérébrale, ils semblent basculer assez brutalement d'un état stable ou métastable à un autre, un peu enchaîné, là aussi, plutôt une description qui serait plus fidèle par une description sérielle que par une description continue, et on peut démultiplier un petit peu ces exemples. Donc ça, c'était la piste qui m'intéressait, et dès qu'on bascule dans la subjectivité, dans la conscience, il y avait un livre, en fait, ce livre, c'est un livre jumeau, on pourrait dire, d'un livre précédent qui s'appelait Le cinéma intérieur. Et en fait, ces deux livres, je les ai pensés en même temps, mais je me suis rendu compte qu'il fallait les traiter séparément, sinon la question était trop ample, en tout cas pour moi, à traiter. Et pour vous donner l'exemple du cinéma intérieur, je prends l'analogie du cinéma, c'est que
quand vous allez au cinéma, eh bien, le film dont vous faites subjectivement l'expérience, en fait, on ne vous l'a pas montré. Vous savez tous qu'au cinéma, vous avez le fameux 24 images secondes. Donc, en fait, on nous envoie une série d'images discrètes. Mais ce que nous percevons consciemment, c'est une continuité, c'est le film continu, que nous remplissons. Alors, quand je dis nous, on pourra s'interroger sur le nous, parce que évidemment, on ne le fait pas de manière ni volontaire ni consciente, c'est bien pour ça qu'on ne le sait pas. Mais donc, on a déjà une sorte des origines de ce que j'appelle les fictions mentales, c'est-à-dire qu'en fait, même la fiction la plus banale que de voir cette bouteille d'eau est déjà une opération de construction qui vient remplir un échantillonnage. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça, c'est au cinéma. On peut facilement l'expliquer pour le cinéma, en tout cas découvrir ce phénomène. Mais là où ça devient vertigineux, c'est qu'on découvre vers les années 60 et ensuite 90 que même lorsque vous n'êtes pas au cinéma, votre perception, elle est également guidée par ce principe d'échantillonnage discret de la scène réelle. Je ne vais pas développer ça, si vous voulez, on peut en discuter. Donc on a vraiment l'impression que cette idée qu'on enchaîne des états conscients discrets, c'est quelque chose de très profond dans le fonctionnement de la conscience. Alors ça reste un sujet d'investigation fort, on est très nombreux à travailler, à faire des manips, à essayer de voir, à essayer d'étudier des patients également qui ont des dysfonctionnements neurologiques ou psychiatriques, donc tout ça ouvre aussi des champs de questionnement à travers cette paire de questions discrets continus. À la limite aussi, on pourrait en discuter aussi avec Cynthia notamment, je pense même que les déclinaisons philosophiques de cette question sont assez étonnantes et assez amusantes parce que l'exploration des désordres du cerveau, ce qu'on appelle la neuropsychologie, ce n'est rien d'autre que de découvrir le mécano cérébral de quelque chose qui s'offre comme unitaire, comme unifié, comme continu. Notre mémoire n'est pas unique, n'est pas continue, c'est une sorte de bricolage d'une douzaine de systèmes. Alors quand tout fonctionne bien, il y a ces phénomènes de remplissage de continuité, on ne s'en rend pas compte, mais la pathologie neurologique et psychiatrique nous met en lumière, vraiment met le spot sur cette architecture fonctionnelle qui est discrète. Et d'une certaine manière, on est ici à Sainte-Anne ce soir, la pathologie mentale la plus importante et la plus célèbre, qui est la schizophrénie au sein des psychoses. La schizophrénie, son concept clé, c'est la dissociation mentale. Schizophrénie, et que la symptomatologie de la schizophrénie, elle renvoie à une sorte de discontinuité de la vie mentale, à travers le temps de la pensée du patient et à travers même l'espace des réseaux cérébraux qu'il compose. Donc on voit qu'on a vraiment partout, et en tout cas c'est ma paire de lunettes, cette idée que la conscience est une sorte d'architecture discrète qui est remplie de fictions continues dont on aurait besoin et on peut s'interroger là-dessus. Alors je m'excuse, je vais peut-être que je ne suis pas du tout clair, parce que j'essaie d'être assez rapide, synthétique, pour qu'on ait le temps plutôt de discuter. Donc une fois qu'on pose ça, là où ça m'a conduit, et je parlais au début du côté un peu transdisciplinaire et un peu ridicule, assumé et panache aussi, c'est que vous allez faire un tour du côté des maths. Je ne suis pas du tout mathématicien, mais comme beaucoup d'entre nous, ça m'intéresse. Et avec l'idée, en fait, que est-ce que du coup on pourrait imaginer que les théories mathématiques du continu, qui sont des théories mathématiques géniales, est-ce qu'elles ne pourraient pas être décrites comme une sorte d'accomplissement rationnel parfait de l'intuition immédiate, universelle de continuité? Donc je pars par exemple de la géométrie euclidienne, elle vient proposer déjà un tableau, une théorie mathématique de cette intuition que l'espace est continu, que l'espace est continu au sens fort du terme que j'ai dit, qu'entre deux points, il y a une infinité de points, on ne pouvait pas trouver deux points mitoyens, ça n'a pas de sens dans la géométrie euclidienne, etc. Et l'impression, c'est que on peut arriver à décliner cette idée, à essayer de faire des hypothèses en tout cas, qu'au XVIe, XVIIe siècle, vous commencez à voir, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, on peut dire en haïku des mathématiques, c'est que la géométrie s'occupe de mesurer des surfaces, des volumes, et on est plutôt dans un régime de continuité de l'espace au début, qu'on peut élargir à d'autres dimensions. Et puis vous avez initialement l'arithmétique qui est très longtemps restée une arithmétique discrète, des nombres entiers, discrets, etc., qu'on dénombre des objets, etc. Mais évidemment, ces deux champs-là, et notamment à travers l'algèbre, à travers au XVIe, XVIIe siècle, quand on invente l'algébrisation de la géométrie, mettre en équation des formes mathématiques, des formes de la géométrie, et bien là, on va déjà arriver à développer une théorie mathématique de la continuité de l'espace qui va donner ce qu'on appelle le calcul intégral. Alors je m'excuse, si vous lisez ce livre, vous verrez, il y a un passage de méthode où vraiment je dis qui sont mes repères. Descartes pour la discrétion, Spinoza pour la continuité, pour aller vite, Bouvard et Pécuchet pour le ridicule assumé.
parce que c'est un peu ça peut donner cette apparence, une sorte d'encyclopédie de la bêtise humaine, on passe à travers plein de domaines. Voilà, et peut-être que Alain s'en amusera, on verra, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cet aspect-là, et quand vous inventez, ce qui est fascinant, c'est que le calcul intégral, ça ne vient pas comme ça. Quand vous lisez au XVIe siècle, avant le calcul intégral, les indivisibles, Galilée, ses collègues, ensuite évidemment Newton, Leibniz, tout le développement, ça va prendre 350 ans pour avoir l'intégrale de Riemann, l'intégrale de Lebesgue. Une fois de plus, je ne suis pas mathématicien, mais c'est des sujets qui m'intéressent. Donc on voit en fait que c'était un édifice culturel, cette fois-ci pas naturel, mais culturel, considérable pour arriver à donner corps de manière parfaitement cristalline et rationnelle à cette illusion de continuité initiale. Avec l'idée, là aussi, si on retourne vers Cynthia aussi pour les clins d'œil littéraires dont tu faisais part, là aussi on peut par exemple se dire qu'il y aurait presque on pourrait écrire un contre Sainte-Beuve en se disant si on était né avec une perception de l'espace différente, on n'aurait peut-être pas inventé les mêmes mathématiques. Vous savez, Proust pensait qu'il était contre Sainte-Beuve, qui a développé une sorte d'interprétation psychologique de la création de l'artiste en fonction de sa vie quotidienne, de son moi social et de son moi profond, etc. De certaine manière, de ce point de vue-là, je suis anti-proustien, alors que j'aime beaucoup Proust, mais de dire que je pense qu'il y a des patients qu'on observe, si vous voulez, qui n'ont pas l'intuition naturelle de l'espace continu. Ils voient un ensemble, un élément discret de l'espace, ils passent à un autre. Certains patients n'ont pas le mouvement, j'en ai pas parlé, mais le mouvement continu, on ne l'a pas, donc ils voient une succession d'images stroboscopiques. Donc on pourrait imaginer que si nous étions tous akinétopsiques ou tous simultagnosiques, eh bien on aurait peut-être développé, en tout cas mis le focus sur une mathématique du discret plutôt que du continu. Bien sûr. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais. Et donc du coup, on peut arriver avec cette double hypothèse qu'en gros, on est avec une intuition de continuité de l'espace, de notre temporalité subjective, etc., sur laquelle on peut s'interroger. Je ne me gêne pas de m'interroger, de dire pourquoi est-ce qu'à la limite, d'une certaine manière, on dit vivre, c'est continuer, la vie continue, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette continuité ? Peut-être parce que c'est vrai que la discontinuité la plus radicale, ce n'est rien d'autre que la mort qui met un terme de manière discrète et définitive à une existence. Donc peut-être qu'on peut ensuite s'amuser à réfléchir ou à postuler des hypothèses, et des hypothèses aussi très darwiniennes, très simples aussi qu'on peut proposer. Donc on arrive avec ça, à dire qu'on a une intuition de continuité qui nous tire vers la continuité, et il s'avère que culturellement on est enseigné aussi avec une culture des mathématiques du continu, et donc peut-être que mon jugement c'était peut-être que dans cet héritage à la fois naturel et culturel, on a peut-être un peu déséquilibré la balance entre ces deux principes, plutôt vers une primauté de la continuité. Et donc ce livre s'appelle l'Apologie de la discrétion, alors qu'il est question d'une discrétion et de la continuité, mais on va dire pour un peu redorer le cendrillon de la discrétion qui aurait été, d'après moi, occulté pour certains problèmes. D'où l'éthique, et je vais m'arrêter là. C'est qu'en fait, à partir de là, vous pouvez décider de développer une forme d'éthique de votre lien au monde. Et cette éthique, pour moi, elle est très simple à énoncer en quelques mots. C'est, si vraiment tel que je le propose, je ne suis pas le seul à le proposer, la structure de notre conscience est une structure discrète. C'est-à-dire que quand je pense à moi d'il y a 5 ans, en fait, je ne suis pas en continuité avec celui d'il y a 5 ans, au sens mathématique. Et donc il y a des rapports de contiguïté, mais pas de continuité. Ce qui n'est pas un nihilisme. Je vous rappelle que l'ensemble N, c'est un ensemble. Donc on peut être un ensemble d'éléments discrets. On reste quelque chose. Donc proposer que le moi conscient soit un ensemble plutôt discret que continu, ça ne veut pas dire que moi n'existe pas, c'est lui donner un éclairage différent. Et donc l'idée c'est de se dire, quand je pense à moi et à mon passé, par exemple, eh bien je dois commencer par, alors quand je dis je ne suis pas un moraliste, et chacun fait ce qu'il veut, mais c'est là où me conduisent ces idées-là, c'est de se dire que lorsque je pense à celui que j'étais il y a 5 ans, eh bien je dois dans un premier temps bien me rappeler, bien prendre conscience que celui que j'étais il y a 5 ans, c'est pas celui que je suis maintenant. De cette manière, il y a des indices sur qui il était et le lien que j'ai avec, mais on n'est pas en continuité. Ça serait le premier temps de cette éthique, donc une sorte de lucidité de la discrétion, et qui va être suivi ou pas, mais par ce que j'appelle un comme si de continuité, de se dire, je décide volontairement de m'engager dans un comme si de relation continue avec cet autre que j'ai été, mais je le fais de manière totalement lucide. Et je sais que cette continuité n'est pas première. Et si on interroge les difficultés qu'il y a du rapport de soi à soi, il me semble qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, on pourra en discuter, des questions même qui peuvent avoir des conséquences très, 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 très claires en médecine. La question sur la fin de vie, dans qu'est-ce que je vais décider comme issue pour moi, en sachant que je pense, celui à qui je pense, c'est quelqu'un avec qui je ne suis pas en continuité. C'est moi, je pense à, voilà, s'il m'arrive quelque chose, voilà ce que je vais faire, etc. Et pour aller très rapidement,
cette continuité, cette éthique, elle ne me conduit pas du tout à une décision. Elle me dit juste, d'une certaine manière, tant qu'on n'exerce pas de violence contre les autres, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'il faut le faire de manière, que la manière la plus pertinente, la plus libre, je dirais, pour le faire, c'est de le faire en toute connaissance de cause. Je ne sais pas si comme on est dans chaire de philosophie à l'hôpital, comme médecin, alors moi je ne suis pas ni réanimateur, ni spécialiste de soins palliatifs, ni de fin de vie, mais il m'arrive comme neurologue et qui a une activité sur les troubles de la conscience, de voir des familles, de voir des patients. Et la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai tout vu. Je vois des gens qui ont une position particulière et qui vont garder cette position dans le futur qu'ils avaient anticipé, quelle qu'elle soit, d'arrêter de vivre ou de continuer à vivre, et je vois des gens qui changent la vie dans les deux sens. Donc très clairement, il n'y a pas une idéologie derrière, juste de dire, à travers l'adaptation à la maladie, la nosognosie, on voit des gens qui changent de discours, mais dans les deux directions. Voilà. Donc, pour dire que le rapport à soi, et je prends un exemple qui est moins critique, moins douloureux, mais je revisite les autobiographies, et que je trouve que l'autobiographie littéraire, c'est-à-dire le rapport qu'on a avec nous-mêmes, alors comme on est en permanence, chacun d'entre nous, en rapport avec nous-mêmes dans le temps, on ne le voit pas, les autres ne le voient pas, mais on peut se dire que les autobiographies, c'est un corpus intéressant, et je trouve qu'il y a des autobiographies très continues, où vous avez l'impression que les gens ouvrent la caméra ou le PDF sur qui ils ont été, et qui vous racontent leur enfance, ils courent dans les champs, et puis il y a des gens qui sont, voilà, je prenais l'exemple de Pérec, où quand vous avez W ou le souvenir d'enfance de Pérec, c'est un livre autobiographique, mais qui pour moi relève de cette éthique de la discrétion d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque l'auteur s'interroge sur celui qu'il a été, c'est un discours plein de conditionnels. Il sait que celui dont il parle, il y a beaucoup d'inconnus, il ne sait même pas vraiment de qui il s'agit. Il est en permanence dans la remise en cause de ce à quoi il accède, donc plutôt comme la mémoire de soi et sa représentation de soi comme un ensemble discret, avec des... Voilà. Versus, je m'amuse, je prends l'exemple de Pagnol, les souvenirs d'enfance de Pagnol, où là vraiment on ouvre les canaux du discours immédiat, comme si on était plongé en toute continuité, en toute naïveté dans celui qu'on a été, et en sachant que Pagnol, quand vous le lisez vraiment à fond, Pagnol, en fait, c'est le premier dans sa préface à vous dire, en fait, l'enfant dont je vous parle, ce n'est pas moi. Je ne suis plus cette personne. Donc en fait, il y a une sorte de Dark Vador de la discrétion et qui du coup décide d'annoncer la continuité pour ses lecteurs, mais lui, il n'y croit pas. Donc il est discret aussi, quoi. Je sais pas, mais donc on peut s'amuser sur ces sujets. Et puis peut-être je terminerai par ça, c'est que du coup, comme je vous annonçais 3 cercles concentriques, moi et moi, donc avec des questions qu'on peut discuter sur les questions aujourd'hui importantes, c'est la vie, la fin de vie. C'est par exemple les questions de changement de genre sexuel qui sont intéressantes aussi, qui sont essentielles, et qui là aussi peuvent être revisitées par ce questionnement. Et puis, il y a moi et les autres, qui est une question essentielle, moi et les autres. Alors par exemple, du coup, voilà, on peut relire les mouvements de lutte sociale, les mouvements qu'on qualifie parfois de wokisme, on peut essayer de les éclairer à la lumière de cette éthique. Et donc évidemment, c'est vrai qu'on est dans une époque où il faut montrer patte blanche, mais il va de soi, je pense pour chacun d'entre nous, que lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination, ça va de soi, il n'y a même pas besoin de le dire. La question, c'est de quelle manière le faire. Et donc par exemple, pour moi, cette conception en 2 temps de cette éthique de l'appartenance au monde, d'abord savoir que je ne suis pas vous, mais ensuite me soucier de vous quand même, et créer cette continuité, voilà. Simulée, comme si, elle a comme conséquence, quand on tire le fil de cette pelote, que par exemple, tout ce qui va supplanter la primauté de l'individu apparaîtrait comme quelque chose qui va transgresser cette primauté de la discrétion des individus. Donc je le dis très clairement, ça veut dire que par exemple, dans des mouvements de lutte progressiste, dès lors qu'en fait la voix d'un individu va être effacée par son appartenance ou pas à un groupe, je prenais l'exemple, il y avait la poétesse qui était une jeune femme noire américaine, Amanda Gorman, qui avait écrit un poème au moment d'Obama, et il y a une traductrice blanche néerlandaise qui, je crois, était homosexuelle, qui a proposé une traduction, et cette traduction a été en fait a fait l'objet en fait de critiques vraiment très importantes en disant vous n'avez pas le droit de traduire le poème d'Amanda Gorman parce que vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas hétérosexuel, et vous êtes une femme homosexuelle hollandaise. Voilà. Et pour moi, par exemple, ce genre de choses vient dire quoi ? Vient dire 2 choses. Vient dire d'abord que vous annulez la primauté de l'individu, que vous l'enfermez l'individu dans des attributs supra-individuels qui sont en fait une forme de continuité au sein d'un groupe donné, et ça veut dire aussi que ça nourrit l'illusion que par exemple, toutes les femmes noires hétérosexuelles seraient en continuité avec Amanda Gorman, ce qui n'est pas vrai non plus pour moi. Donc je pense qu'on peut arriver à développer des luttes sociales progressistes, mais en prenant acte de cette primauté de l'individu,
Ce qui n'empêche pas de créer des comme si de continuité, voilà, comme ce que j'essaye de dire. Et du coup, je jouais même un peu avec des concepts des neurosciences de la conscience. Et un des grands résultats des neurosciences de la conscience, c'est que être éveillé, c'est une condition nécessaire pour être conscient, mais ce n'est pas suffisant. On a des états d'éveil sans conscience, ce qu'on appelle les états végétatifs. On peut en parler si vous voulez. Certaines crises d'épilepsie où les patients sont debout, les yeux éveillés, ont un tonus musculaire, mais ils ne sont pas conscients au sens où ils n'ont pas de rapport subjectif de la vie, de l'environnement ou d'eux-mêmes. Et à l'inverse, dans le sommeil, lorsque nous rêvons, notre cortex est éveillé en réalité. Donc, l'éveil est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Autrement dit, on peut revisiter la question du wokisme. C'est que to be awake, c'est bien, mais c'est pas suffisant. De la même manière. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait de l'étymologie, évidemment, il y a awake, mais pourquoi c'est woke? Eh bien, woke, c'est ce que j'ai découvert en explorant, côté Bouvard et Pécuchet à nouveau, eh bien, vous vous plongez dans l'étymologie de woke. En fait, woke, c'est dans la langue vernaculaire américaine, c'est une forme, c'est pas de moi, continuative de la notion d'éveil. Donc on a déjà presque par un jeu de mots, on insiste sur une continuité déjà là. Alors ce que je propose en boutade, c'est que si être éveillé ce n'est pas suffisant, alors peut-être qu'au lieu d'être woke, il faut peut-être être aware, ça veut dire to be aware, être conscient, mais en mettant le O pour garder un lien avec woke. Alors ça fait évidemment aware, c'est un peu guerrier, mais toutes les luttes sont souvent guerrières, au sens pas nécessairement entre interindividuels, mais il y a un combat. Donc peut-être qu'il faudrait revisiter les luttes progressistes aujourd'hui en les rendant plus lucides de la primauté, de la discrétion de l'individu, ce qui n'annule pas ces luttes, au contraire. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là, mais en gros, voilà, en très résumé, ce dont il est question dans ce livre et dans cette réflexion, mais qui m'emmène pour moi depuis 4 ans au moins, et puis depuis longtemps, beaucoup plus sur ces questions. Merci Lionel. Alain. Quel homme. Merci Lionel. Tu es merveilleusement rodé. C'est pas mon cas. Je suis plutôt rouillé que rodé. Mais j'ai quand même lu ton livre parce que d'ailleurs j'étais dans le train et il y a une petite fille qui faisait beaucoup de bruit. Il y a son père qui est passé, qui a eu éloge de la discrétion. Il dit: tu vois, tu dois lire le livre du monsieur. Il n'avait pas compris de quoi il retournait. Donc je l'ai lu. Et alors, ce qui m'a. Je reviendrai sur certains points de ce que tu as dit, parce qu'évidemment j'ai quelques idées sur les choses, pas énormément d'ailleurs. Et ce qui m'a d'abord frappé, c'est qu'il est construit avec l'éthique à la fin, et c'est forcément pas un hasard, c'est-à-dire que l'éthique ça veut dire quelque chose, et que les règles d'éthique ou de comportements éthiques qui sont proposés sont quand même le résultat d'une analyse de la nature, une analyse scientifique de ce que peut être le cerveau. Et ça me plaît pas du tout, bien entendu, parce que ça me plaît bien, Lionel. Non, il n'y a pas. Je t'aime beaucoup. C'est réciproque. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, si tu veux. C'est-à-dire que ça m'a un peu déçu par, je dirais, le classique de la construction. Une morale, moi je parle plus de morale que d'éthique, mais je pense que les morales sont indispensables dans les sociétés humaines, mais qu'elles sont ni transcendantes, je suis absolument pas croyant, donc elles ne sont pas transcendantes, mais qu'elles ne sont pas non plus, elles ne relèvent pas non plus d'un ordre de la nature. Et non, depuis Galilée et le grand livre de la nature écrit en langage mathématique, on a un peu naturalisé ces règles transcendantes. On a vu ça pendant la philosophie des Lumières, avec évidemment ce qui va donner lieu à la localisation cérébrale des comportements moraux, l'amour de la famille, la fidélité, enfin, tout ça était bien agencé là où il fallait. Ça a donné Lombroso en Italie, puis après ça a donné le chromosome du crime. Évidemment, c'était compté sans CRISPR-Cas9, c'est-à-dire que. Mais cette espèce de façon de mettre. Je pense que la nature a remplacé de cette façon une transcendance. Ça ne me va pas du tout. Je veux dire, je suis très hostile à ça. Je pense que les règles de vie en société
D'ailleurs, c'est intéressant cette histoire du XVIIIe siècle parce que il y a un seul philosophe qui a dit les règles morales ne relèvent ni de Dieu ni de la nature. C'est Sade, hein, pour ceux qui l'ont lu autrement que d'une main, qui sont intéressés à la philosophie qu'il y a chez ce type, qu'il a payé d'ailleurs assez cher. Mais dans ce ni Dieu ni nature, il ne voulait pas dire que les individus n'étaient pas... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien ou de mal. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tirer de la nature ni d'une transcendance, ni d'une immanence naturelle des notions de bien et de mal, mais il faut quand même des règles sociales. Et là, je suis d'accord, mais ce sont des règles qui sont des règles construites. Elles sont construites. D'ailleurs, il faut des règles sociales parce que Sapiens, à sa naissance, il y a probablement entre 300 et 400 000 ans, le plus vieux Sapiens qu'on a découvert à 300 000 ans. Il faut voir ce que c'était, hein, un petit bonhomme de rien du tout, très appétissant à la naissance, avec des tigres, des lions, c'était pas une marade la nature. C'est toujours pas d'ailleurs. C'est pas Walt Disney la nature. C'est un truc d'une violence horrible. Et donc il fallait des règles sociales pour protéger les enfants, attendre qu'ils aient atteint un âge, etc. Donc il fallait structurer ça. Mais pas de façon naturelle, pas de façon transcendante. C'est-à-dire qu'il faut des règles, il faut du droit, quoi. Il faut du droit, et le droit, c'est une culture. C'est-à-dire que le droit, il n'est pas le même partout, il n'est pas le même dans toutes les époques, il évolue, hein. Il y a du Montesquieu dans Sade, tout à fait, sur cette question de la relativité des règles de vivre ensemble. Et donc, c'est la première chose qui m'a frappé. Et je ne suis pas sûr que c'est ça que tu veux dire de toute façon, mais dans la construction, il y avait cette construction-là quand même. C'est-à-dire que la nature venait avant l'éthique. Et de cette façon, on n'était pas quand même obligé, dans cette discrétion et du faire comme si... bien obligé d'y faire un peu attention à la structure, parce que bon, tu sais, moi je suis assez primitif comme garçon. Alors, la discrétion ou pas discrétion, je veux dire, je m'en fiche un peu. Tu m'en voudras pas, ça m'est totalement indifférent. D'abord, je ne crois pas du tout au fait que la science soit terminée, les neurosciences en particulier, et je ne sais pas ce que ça va devenir, toutes ces histoires. Donc, je ne fonderai pas quelque chose dont je pense que c'est quelque chose d'assez important et qui doit avoir une vie éternelle, entre guillemets. Enfin, seul l'amour de Dieu est éternel, c'est pas un vieux spinoziste comme toi. Je ne suis pas spinoziste. Surtout pas. Mais les sciences, c'est des théories évolutives. Donc, voilà, hein. Tu nous ramènes Ramon y Caral. J'aime pas Ramon y Caral. Je suis un des rares neurobiologistes qui a une certaine animosité contre Ramon y Caral. Il était homophobe, il était extrêmement méchant, insupportable, prétentieux. Il dessinait bien, il était un peu fixiste aussi. J'aimais pas ce type. Moi, je préfère Del Rio Ortega. Et Golgi m'amusait, il est sympa Golgi quand même. Bon, c'est un grand biologiste, bien entendu, Ramon y Caral. Mais bon, on n'en est plus là. Et on ne sait pas où on va, hein, de toute façon, dans cette histoire. Donc, je pense que c'est très imprudent de fonder des règles de vivre ensemble sur une science à un moment donné. Voilà. Je pense que ce sont des choses séparées. Moi, je reste séparé. Je vais réécrire ton livre à ma manière. Ça ne t'ennuie pas? Vas-y. Ça m'amuserait beaucoup. Donc il y a aussi cette histoire je reprends les trucs un par un parce qu'on m'a amené ici pour faire je suis un très bon renvoyeur de balles. Tu vois, je pense pas par moi-même, mais j'arrive bien à renvoyer les trucs. Ça renvoie bien. Perret m'a beaucoup, Jean-François Perret m'a énormément utilisé comme ça pour son théâtre. J'étais le fronton en quelque sorte. Donc là, je vais au fur et à mesure de ça. Il y a cette histoire d'interdisciplinarité. Là, je déteste l'interdisciplinarité. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est l'interdisciplinarité. Tu m'as pas bien entendu. J'ai pas dit que c'était fantastique. J'ai dit qu'on n'a pas le choix. Ouais. C'est pas la même chose. Mais je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas le choix. Il faut des disciplines pour qu'il y ait des frontières entre les disciplines. Et puis ces frontières peuvent bouger, il n'y a pas de problème. Mais mes camarades interdisciplinaires
sont pas souvent les meilleurs dans leur discipline. Voilà. Au fond, je trouve que Einstein, en découvrant 2-3 petits trucs sur la structure de la matière, qui était quand même un type très spécialisé, hein, peut-être qu'il a découvert des choses qui ont irradié à travers toutes les disciplines, plus que s'il avait fait quelque chose à la frontière entre les disciplines. Donc je me méfie beaucoup de ces mythes et de ces vocations d'interdisciplinarité. J'aime bien les gens qui sont très spécialisés dans leur domaine. C'est bêta, hein, je suis d'accord, mais je suis comme ça. Je peux rien. Et il y a une chose que je n'aime pas non plus. Faut pas m'en vouloir, mais on m'a invité pour ça, hein, parce qu'on sait que j'aime pas grand-chose. Donc, pas à ce point-là. il y a un truc que je n'aime pas non plus, c'est aussi, et alors là, ça tombe sur une histoire de discrétion et continuité, au sens mathématique du terme. C'est cette mathématisation du monde. Et en particulier, je suis très anti-positiviste. Je crois qu'on peut faire des théories scientifiques sans mathématiques. Alors, j'ai beaucoup lu Darcy Thompson, j'ai beaucoup lu et même travaillé sur les concepts de Alan Matheson Turing. J'ai fait énormément de choses là-dessus parce que ça m'intéresse quand même. Hein. Mais au fond, cette idée qu'une science ne devient une science non métaphysique qu'à partir du moment où elle est mathématisable ou mathématisée, ça m'a toujours exaspéré. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime pas tellement partir de concepts mathématiques pour penser ce que je fais, même si à un moment donné, il faut bien, ça peut arriver. J'ai fait des modèles avec, évidemment, on fait toujours de la modélisation avec des mathématiciens qui utilisent toujours d'ailleurs les 3 mêmes équations différentielles, on les reconnaît à tous les coups. J'ai fait une petite spé, je sais intégrer entre deux machins. Mais bon, c'est quand même pas des grandes mathématiques. Dans ton histoire de discontinuité, il y a un petit peu de Marais. Tu vois ce que je veux dire, la cinématographie de notre ami Marais. Ouais. Et alors Marais, c'est aussi un mec qui est pas du tout dans mon panthéon. Je n'aime pas. Non. Non, parce que c'est une vision. Tu es très discret, c'est bien. C'est une vision. Je n'aime pas du tout la mécanobiologie. Alors, je me décris entièrement par le négatif. Hein, vous voyez que vous allez. Mais bon, c'est pas mal. Comme ça, on voit ce qui il reste pas grand-chose au bout du compte. Madame Fleury, je suis désolé, mais pour moi, si je regarde un petit peu l'histoire de la biologie, il y a avant Claude Bernard et après Claude Bernard. Avant Claude Bernard, je vais jusqu'à Bichat. Et au fond, ce qui nous intéresse, ça, c'est peut-être une définition de la vie, hein, d'une certaine façon. Donc, pour Bichat, la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Donc, en fait, c'est un truc qui est tiré du deuxième principe de la thermodynamique, qui a été très utile par la suite, d'ailleurs, pour développer la génétique moléculaire, hein, avec les notions de théorie de l'information, l'entropie. On voit très bien, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu ça. Le seul livre que j'ai aimé de Michel Serres, c'est en traduction, c'est là où il parle de Jacques Monod, où il raconte qu'au fond, la théorie génétique, c'est une application au vivant de la théorie de l'information. Je pense que c'est relativement juste. Mais la théorie de l'information, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, hein, I égale colloque de P. Et donc c'est une réduction, d'une certaine façon, du science biologique à la physique, c'est-à-dire qu'en fait la physique devenant l'idéal des sciences, et que déjà que c'était la science idéale, nous l'a bien. Or Claude Bernard c'est un tout petit peu différent. Claude Bernard, et là j'en reviens à son histoire de la mort. Claude Bernard, il dit la vie c'est la mort. Et il dit aussi la vie c'est la création, c'est-à-dire qu'à chaque moment on se détruit. Et à chaque moment, on se reconstruit. Mais pas uniquement les individus qui meurent, mais chaque atome dans ton corps, chaque cellule dans ton corps, chaque cassure dans ton ADN, chaque cassure avec de la réparation continue. C'est un petit peu... Au fond, on pourrait dire qu'il a balancé la médecine régénérative. Mais cette vision de la vie, c'est la mort, et la vie, c'est la création, c'est-à-dire qu'en fait...
Donc en fait, on ne se baigne jamais deux fois dans le même humain, quoi. C'est-à-dire que ça irait assez dans ton sens, sauf que c'est plus continu que discontinu, si je peux me permettre. Et je crois que les gens ne lisent pas Claude Bernard, ne le lisent pas suffisamment. Il a gardé une... Oui, moi aussi, hein, j'étais en terminale, hein, comme tout le monde. Et ce qu'on me disait sur Claude Bernard, c'est la méthode expérimentale et tout, c'est comme rasoir, quoi. Mais en fait, si on s'amuse à prendre Claude Bernard de A jusqu'à Z, y compris dans ses écrits, hein, les lettres parisiennes, Madame Rafalovitch, parce que tous ces gens-là avaient des passions. Hein. Et là encore, ce que j'aime pas dans cette façon de voir la science, c'est qu'elle élimine le sujet, c'est-à-dire que sinon le sujet paranoïaque qui découvre la vérité, mais elle ne fait pas compte de ce qu'est un cerveau, c'est-à-dire ce truc, comme dirait Turing, qui a la consistance du porridge tiède. Si l'un d'entre vous a déjà mis son doigt dans un cerveau, il verra que Turing avait tout à fait compris ce que c'était qu'un cerveau. Et qui, malgré les accidents, les machins, les trucs, les chagrins d'amour, les pertes des enfants chez Darwin, malgré tout, arrive à faire des choses qui mettent de bons hommes sur la Lune, quoi. Et ça, c'est un truc tout à fait étonnant. Mais derrière tout ça, il y a toujours un sujet de la science. Or, et ce sujet est un sujet changeant. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a été construit par son histoire et qui change tout le temps. Et je n'aime pas beaucoup cette façon qu'on a aujourd'hui, qu'on a depuis le 19e siècle. Hein. Je sais pas, Auguste Comte, il me plaît pas non plus, Cynthia. Moi, je voudrais pas. Voilà. Non plus, hein. Donc, cette idée d'une vérité à découvrir oui. ne me va pas. Et cette idée que ça ne relativise pas du tout l'objectivité des découvertes, mais l'idée qu'il n'y a pas des chemins qui sont propres aux personnes en fonction de ce que ces personnes sont, de ce qu'elles ont vécu. Je pense qu'on peut pas l'accepter parce que ce sont quand même des individus qui font la science, hein. Même si on essaye de les éliminer, hein, à travers l'accroissement de l'importance des sens. Hein, et là encore, je réponds un peu à certaines choses que tu dis, mais peut-être mal, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais plus d'accord avec toi que je ne le pensais au départ, Lionel. C'était plus intéressant pour moi. Parce que j'ai lu le livre quand même 2 fois, et c'est dur à lire pour un type comme moi, un truc comme ça. Mais je n'ai aucune confiance dans les observations qui viennent des sens. Et j'ai encore moins confiance quand ils sont agrandis par la technologie. C'est pour ça que j'ai toujours cette réputation de ne pas aimer l'imagerie. C'est pas une réputation d'ailleurs. Je n'aime pas l'imagerie parce que je pense qu'elle est très utile pour faire des très très belles découvertes, mais qu'au fond, si on est dans le faux, elle agrandit le faux. Oui. Parce que ce qui doit diriger, c'est quand même la raison. Et au-delà de la raison, je pense que ce qui doit diriger, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose qui est très très subjectif et qui ne se construit que si on a travaillé pendant des années et des années et des années et qu'on s'est trompé. Claude Bernard dit qu'il faut avoir été trompé 1000 et 1000 fois pour acquérir le sens biologique, par exemple. Et je pense que il y a dans la construction d'un individu savant quelque chose qui repose sur une très 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 longue pratique expérimentale. Et alors là, c'est le vieux con qui parle. Vous m'en voulez pas, mais qu'aujourd'hui les structures de la recherche scientifique permettent de moins en moins, et en particulier pour les jeunes collègues avec qui je travaille toujours, hein, parce que j'ai la faiblesse de toujours diriger un laboratoire, malgré un âge auquel je devrais déjà regarder pousser mes petits-enfants, si j'en avais fait, parce que j'ai passé mon tour pour des raisons philosophiques. Alors voilà, mais maintenant, je vais juste terminer, si vous me permettez, j'espère ne pas être trop long, hein. Mais je veux juste soulever des choses pour créer un peu de frottement, parce que bon, on s'aime trop. Donc, il faut frotter des fois un peu. Et la dernière chose, c'est que je n'habite pas le monde. Le monde m'habite. Sinon, je ne pourrais pas habiter le monde. Alors, ça amène à 2 choses. C'est-à-dire, comme vous le savez, nous avons un cerveau trop gros. On a 900 cm3 de trop. Sur 1300, c'est pas mal. Hein. Pourquoi on a 900 cm3 de trop ? Parce que
on a le poids sec d'un chimpanzé. Un chimpanzé, il a un cerveau de 400 cm3. C'est ce qui nous suffit pour voir, sentir, copuler, fuir un agresseur, et éventuellement construire une brindille à termites, qui est quand même le summum de la culture chez les chimpanzés. Donc, le lavage de patates, excusez-moi, j'allais oublier aussi le lavage de patates. Donc, c'est quand même des êtres qui ont une très grande culture, mais ils ont 400 cm3, et nous, on en a quand même 1300, 1400, enfin, c'est Anatole France, on avait 1300, il y en a qui Proust devait avoir plus. Donc, ils ne sont pas passés n'importe où, ils sont passés dans des régions qui sont extraordinairement importantes sur le plan cognitif, parce que l'avant s'est développé plus que l'arrière. Alors ça, je ne peux pas faire de cours de neurobiologie. Mais d'obstétrique, c'est-à-dire que comme nous sommes bipèdes, ce cerveau adulte, il ne pouvait pas sortir sans bousiller la femme qui portait l'enfant. Donc il sort complètement immature. Le poids d'un cerveau d'enfant par rapport à d'un nouveau-né, c'est 10% du poids adulte. Chez un chimpanzé, c'est entre 50 et 60% du poids adulte. C'est-à-dire que le cerveau se développe après. Et donc, il se développe en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que le cerveau, c'est l'environnement. Alors, évidemment, un cerveau de sapiens sera toujours un cerveau de sapiens. Mais à la naissance, il y a de la place pour modifier la structure de façon absolument infinie. Et en fonction, évidemment, de notre histoire personnelle. C'est-à-dire que nous sommes construits par notre histoire génétique, évolutive. Nous sommes des sapiens. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. Il y a des fois, on a envie des chimpanzés, ils n'ont aucune angoisse. Il faut lire le dernier chapitre du hasard et de la nécessité, puisque tu fais allusion à Monod dans ton livre. Il y a du Sartre chez Monod, il y a aussi du Pascal. Un truc tout à fait extraordinaire, ce truc zigane seul dans l'univers, à vouloir construire une morale. S'il y a ni bien ni mal, comment est-ce qu'on fait? Il la pose la question, Jacques Monod. J'ai dû racler tous mes... Tu sais, c'est comme les vieux cuisiniers, il faut rapporter tout au fond de sauce. Parce que, évidemment, je suis devenu incapable de préparer quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que l'individu continue à évoluer au cours de sa vie, bien entendu. J'ai une grande passion pour Bergson, que tu ne partages pas, j'ai vu. Je pense que Bergson est un des rares philosophes qui ait compris l'évolution. Il n'a rien compris à la physique, mais il a très bien compris l'évolution. Et donc, au fond, que nous sommes... Alors, est-ce que c'est discret, continu, j'en sais rien, mais en tout cas, nous ne sommes pas jamais le même à un instant près. Pas uniquement à 6 mois ou à 1 an ou quand j'étais petit, que je raconte... qu'est-ce qui nous tient comme... Qu'est-ce que moi, j'en sais rien du tout, qu'est-ce que c'est que... Il n'y a qu'une seule chose dont je pense qu'elle est juste, mais je peux me tromper, je me trompe tout le temps. Donc ça, c'est pratique. Quand on a dit ça, on est tranquille, on peut dire ce qu'on veut. C'est qu'il y a une chose qui nous tient, c'est probablement la langue. C'est-à-dire la capacité de se raconter des histoires. C'est-à-dire que je ne pourrais pas être moi si je n'étais pas capable de me raconter une histoire, fût-elle fantasmée d'ailleurs, ou fausse, ou ce que mes parents m'ont raconté, qui probablement étaient peut-être des idioties ou des inventions. Mais cette façon de pouvoir réentrer en permanence une information sur moi à travers la langue, le langage, c'est probablement ce qui fait que je peux me tenir à peu près comme un sujet. En dépit du fait que j'échange mon poids en cellules tous les ans. C'est-à-dire tous les ans, je perds... Alors moi, je pèse 60 kilos, donc évidemment, c'est pas énorme, mais je connais plein de gens qui perdent 80 kilos par an, et même parfois beaucoup plus. Et puis, je ne parle même pas du cerveau, tout ce qu'il y a, ce serait pas... Donc, cette question d'habiter le monde, je ne peux habiter le monde que dans la mesure où, en fait, le monde m'a lui-même construit à travers une évolution des espèces.
dans lequel s'est ancrée une évolution des individus, ce qu'on appelle une individuation. Hein, je trouve que Simoneau, c'est quand même pas mal. Hein, je rappelle tous mes vieux souvenirs de lecture ancienne, mais au fond, il y a un sens dans toutes ces lectures que j'ai pu faire, qu'il faut que, quand je lis ton livre, parce qu'on m'a appelé on m'a appelé quand même à la rescousse, hein, parce que tout le monde disait tellement de bien, à commencer par Roger Paul Droit, qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui dise des choses de temps en temps, quoi, voilà. Donc, Cynthia Fleury a tout de suite vu que j'étais le méchant, quoi. Mais c'est pas méchant du tout. En fait, j'aurais pas j'étais super intéressé, en fait, bien entendu, hein, sinon j'aurais pas été ramener toutes mes vieilles casseroles. Voilà. Donc, il y a plein de points là qui peuvent être discutés, parce que un quart d'heure, c'est déjà assez long comme ça. Mais au fond, c'est pour dire qu'à la fois, j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a forcé à réfléchir. Ça, c'est quand même le signe que c'est un bon livre. Hein. J'ai même été jusqu'au bout 2 fois, ce qui est le signe que, franchement, je suis un type consciencieux. Mais je n'aurais pas fait pour beaucoup de livres de mes contemporains que j'aurais la grâce de ne pas citer, mais chacun voit à peu près à qui je peux penser. Il y a beaucoup de gens qui pensent petit et qui écrivent gros. Chez les savants, c'est la très, très, très grande majorité. Et j'ai l'honneur de te dire, mon cher Lionel, que tu n'en fais pas partie. Voilà. Là-dessus, je suis prêt à commencer à ferrailler. Non, à discuter. Bon, parfait. Merci. Merci Alain. Tu veux répondre déjà? Je peux répondre rapidement, oui, comme ça, mais voilà. Voilà, pour qu'il en garde. Voilà, et puis moi, je reprendrai des. Je suis épuisé. On n'a pas répété, hein, on se découvre. Et alors, ce que je dis là, c'est que, en fait, j'aurais bien aimé qu'on commence la soirée maintenant. Parce que ce que je veux dire, c'est que, en t'écoutant, j'avais l'impression, d'abord, je te remercie profondément d'avoir lu ce livre, parce que j'ai vu que tu l'as lu et relu, et de te frotter aux idées. Et évidemment, je n'attends pas du tout qu'on soit d'accord avec moi. Simplement, j'ai eu l'impression, en t'écoutant, que parfois, je me demandais s'il n'y avait pas eu des sortes de réactions un peu réflexes à des choses, parce que parfois, même dans ce que tu viens de dire, il y a des points où on n'est pas vraiment en désaccord. C'est-à-dire que, par exemple, ce que tu disais sur l'interdisciplinarité, en fait, je le mentionne là, de dire que je crois que malgré... Parce que tu donnes l'exemple d'Einstein. Évidemment, Einstein, en physique, il a fait la physique, mais tu dis ça a percolé toute la culture. Mais comment ça a percolé? Par qui ça a percolé? Par des gens qui ont fait de l'interdisciplinarité entre cette idée, etc. Et de ce point de vue-là, moi je partage, c'est pour ça c'est marrant, parce qu'on ne se connaît pas très bien, mais on s'aime bien, ce qui est vrai. On a pris un goûter ensemble à la pâtisserie alsacienne, rue de l'École de médecine. Exactement, autrichienne, c'est ça. C'est la dernière fois qu'on s'est bu. Hein. Ouais. Non, écoutez, on est heureux de l'apprendre. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que par exemple, moi, du point de vue de mon activité scientifique, je me sens assez proche, toute proportion gardée de toi, c'est-à-dire que moi, je suis un obsédé d'une question. Je ne suis pas en train de virevolter dans toutes les questions. Moi, depuis 25 ans, je m'intéresse à des choses très simples comme est-ce qu'on peut décrire les propriétés psychologiques de l'accès à la conscience d'une information? Est-ce que le fait de connaître la biologie de ça, et j'ai ton scepticisme partagé sur l'imagerie, mais pour moi l'imagerie c'est pas des images justement, c'est plutôt cet exercice de dialectique que j'essayais de dire au début qui va nous faire changer le regard. Donc l'obsession sur une question ou 2 questions, ça c'est une chose, et puis là par contre c'est de se dire bon, une fois qu'on a ces questions, et que par ailleurs on a tout le reste de notre humanité, comment est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on essaie de faire ce jeu-là? Et donc j'essaie de le faire. Idem pour les maths. Je partage ton idée sur le fait de ne pas asservir la science aux mathématiques, mais là en fait c'était un jeu. Alors on peut ne pas, et ça par contre je suis totalement intéressé à l'idée de discuter pourquoi cette idée peut te sembler pertinente ou pas, mais j'ai voulu creuser cette idée du discret et du continu et le faire à ma façon. Ça veut dire du coup de me balader, d'oser, d'aller dans ces différentes dimensions. Et puis la fin, évidemment cette éthique qui arrive à la fin, j'insiste beaucoup en disant qu'évidemment cette éthique, je ne suis pas un moraliste. Je ne trouve pas ça péjoratif d'ailleurs, mais je ne le suis pas. Je n'ai rien à dire à personne d'ailleurs. C'est juste pour moi que j'essaie de réfléchir et de le partager, simplement. Et si elle arrive à la fin, c'est pas du tout pour dire que l'éthique ou la morale doit être dictée par la science. C'est pas ça. C'est de dire que pour la rendre moins arbitraire, et en partant du cœur qui est la subjectivité d'un individu, de partir de cette caméra subjective. Et on ne peut pas en faire l'économie. Et là, je ne donne pas des sortes de principes
comme tu as dit, définitif, où on a fait toute la science. Je partage avec toi tout à fait cette idée. Mais de la même façon que tu peux, à un moment donné, faire des arbitrages et dire, bon, voilà, Bergson, il a tout compris à l'évolution, il n'a rien compris à la physique, donner des bons points, des mauvais points. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je dis, voilà, on est dans un processus qui est on prend la science telle qu'elle est. On est évidemment, là il y a un peu de mauvaise guerre à aller vers l'ombroso, ou évidemment c'est aux antipodes de ma façon de penser, et tu le sais. Donc là il y a un côté un peu provocateur, un peu de scène, quoi. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée c'est de se dire, cette éthique, pour la rendre la moins arbitraire, mon souci c'était de se dire, on a une forme d'éthique qui est la nôtre, chacun d'entre nous, comme tu dis, elle a une histoire, c'est un objet culturel, mais qui est nourri par ce qui alimente notre conscience individuelle. Et du coup c'était d'éclairer cette notion-là par des connaissances sur la conscience qui sont contre-intuitives. Contre-intuitives comme ce que tu aimes d'ailleurs en science. Des aspects, la science devient intéressante quand elle brise nos intuitions, qu'elle nous permet de réviser nos modèles. Alors maintenant, la vraie question, c'est peut-être sur ça. Tu parlais du siècle, du XVIIIe siècle, du rapport à l'éclairage des sciences sur les faits sociaux, etc., qui est une grande question, qui n'est pas directement la mienne d'ailleurs. Hein. Mais donc c'est pour ça que je disais, j'aurais envie peut-être que Cynthia doit nous réinviter pour reprendre le débat une fois qu'on est cette premier cycle. Je pense que Cynthia va pouvoir intervenir. Je peux dire juste deux mots, Cynthia, oui, ça ne vous dérange bien pas? sûr, au contraire. Non, l'histoire de la morale, j'étais très content de voir que tu n'étais pas moraliste. D'ailleurs, je savais bien que tu n'étais pas moraliste. Je pense que tu es moraliste, mais tu n'es pas moralisateur. C'est-à-dire que faut pas confondre. Tu n'es pas puritain. Tu es un moraliste non puritain, alors qu'en général, les gens sont des puritains non moralistes, beaucoup plus souvent. Ce que j'ai voulu attirer l'attention sur, si j'étais anglais, c'est que le fait, pour moi, le droit est plus important que la morale. C'est-à-dire que des règles, quelles qu'elles soient, il faut des règles. Sinon, on finit au château de Sint. Donc, qui est la démonstration par l'absurde, hein, par ça, de qu'est-ce qui se passe dans cet endroit. C'est la loi de la jungle, bien entendu. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire, rien d'autre. Hein, et que ça ne vient pas d'où que ce soit, c'est quelque chose que les sociétés se construisent et qui évolue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle des droits des animaux, c'est une imbécilité. Nous nous imposons, nous, aujourd'hui, parce que nous sommes des humains, des devoirs vis-à-vis des animaux. Et ça, c'est une évolution du droit des humains. Pas de celui des animaux. Bah, sur les animaux, c'est la loi de la jungle. Hein. Qu'elle est tout nue dans la forêt vierge, pour ce qu'il en reste, tu verras que on ne respecte pas les droits de l'homme. Si tu reviens, tu me raconteras. On est d'accord. Donc, oui, et alors c'est ça qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on est beaucoup plus d'accord que je ne le pensais quand j'ai commencé le livre. Donc, il fallait forcément que j'apporte des incises, parce que sinon, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je peux faire du Sunakash. L'histoire du visible, c'est important. Et l'histoire de la pensée. C'est les deux dernières choses auxquelles je pense que je vais demander à Madame Fleury de réagir. Pour moi, ce qui est important dans le visible, c'est pas le visible, mais c'est l'invisible sous le visible, c'est-à-dire voir l'invisible sous le visible. Et c'est pour ça que je me fie énormément des techniques qui nous montrent les choses. Je n'aime pas qu'on me montre des choses. C'est pareil que quand on regarde une œuvre d'art. Hein, les gens ils parlent de Sayat, ils te montrent une photo, ils disent elle est belle. Non, la photo est belle que si tu vois des choses en abîme derrière la photo, parce que sinon c'est jamais que de la, je sais pas, rien quoi. Et puis l'histoire de la conscience et de la pensée. Une chose à laquelle je tiens beaucoup que j'avais pas dite, je vais dire juste, c'est que pour moi la pensée n'est pas une substance. Pour moi la pensée c'est un rapport. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui se met dans un cerveau comme la confiture dans un pot. C'est un rapport entre le vivant et son milieu. C'est-à-dire que les plantes pensent, parce qu'elles ont un rapport adaptatif à leur milieu. Les bactéries ont un rapport adaptatif à leur milieu. Et les humains ont un rapport adaptatif à leur milieu qui est évidemment beaucoup plus riche parce que la structure qui leur permet d'entretenir ces rapports avec le milieu est beaucoup plus riche aussi. Donc, et il ne faut pas penser c'est pour ça que je pense que les gens qui parlent de cabanisme, c'est d'un matérialisme naïf, absolument ahurissant, le cerveau qui secrète la pensée, c'est pas une substance. Donc ça et je pense que pour je ne sais pas ce que c'est que la conscience, hein, mais si c'était quelque chose de l'ordre de la pensée, je pense qu'il faut justement la penser comme un rapport au monde et pas comme quelque chose qui est une propriété du cerveau. Voilà. J'ai terminé, Cynthia, et je vous promets que je n'interviens plus. J'ai trop hâte de vous entendre.
Voilà, alors moi je vais faire des petites remarques sur ce qu'a dit, c'est ce qu'ont dit nos deux brillants intervenants, sachant que simplement, alors c'est une analogie un peu rapide, mais ça me fait penser quand Alain dit moi voilà, ce qui m'intéresse c'est l'invisible sous le visible, ça me fait un peu ce sentiment que c'est le discret sous la continuité, un peu. C'est-à-dire que le discret serait l'invisible sous la continuité qui est celle du visible, puisque l'air de rien, c'est quand même un peu ça qui se joue. Donc ça fait écho. Alors je le renvoie. Mais donc, moi, ce que m'a évoqué vraiment le livre que j'ai tout à fait, vraiment, je trouve passionnant, plusieurs petites choses rapides, mais qui font véritablement écho. Alors là, je prends les sciences humaines et sociales. Donc je ne mets pas du tout les pieds ailleurs. Mais une réflexion d'ordre psychanalytique, déjà. À un moment, d'ailleurs, tu reviens et tu dis Freud, finalement, il y a eu un revirement freudien. Oui, très amusant. Très amusant, et que finalement, Freud finit par être d'accord, d'une certaine manière, avec l'hypothèse d'une nature discrète de la conscience. Et de toute façon, très clairement en analyse, on a aussi cette chose qui définit que le sujet est une fiction, le moi est une fiction, etc. Et que, notamment, en revanche, c'est une fiction peut-être régulatrice. Donc ça, c'est la question. C'est toute la question de savoir si c'est une fiction ou pas régulatrice, je ne sais pas. Et je ne sais toujours pas le dire, parce que j'ai l'impression que parfois, cette fiction, dans sa rigidité de continuité, n'est pas nécessairement régulatrice, et qu'elle est, au contraire, elle nous emmène à une éthique délirante et qui passe à côté de la complexité et du fragmentaire de ce qu'est un sujet. Et donc, résultat, qui nous fait passer à côté d'une éthique plus intéressante de rapport aux autres, mais bon, donc ça c'est un point essentiel, mais il n'empêche que, malgré tout, ce dont on fait l'expérience en analyse, c'est la fonction de symbolisation. Et qu'est-ce que la fonction de symbolisation? C'est celle qui fait qu'un sujet, entre guillemets, se tient, c'est-à-dire rendre absent, rendre présent ce qui est absent. Et c'est ça la fonction de symbolisation, tout le temps, et ce qui permet la sublimation. Et en fait, la sublimation, chez Freud, c'est ce qui permet d'être au monde, de ne pas être terrassé par le réel qui est hors synthèse. Et donc, ce qui est à la base, encore une fois, de ce qui va animer le système comme ça, motivationnel, exploratoire de l'individu, etc., c'est quand même cette fonction symbolisante. Et cette fonction symbolisante, elle m'a fait penser qu'elle traite en fait tout le temps ça. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait face à du discret en permanence, et il va falloir quand même tenir et produire un comme si. C'est pour ça que quand Alain dit... l'éthique arrive après la nature, etc. Mais moi, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas ressenti comme ça, même si je comprends tout à fait ce qui est dit là, puisque sans cesse tu dis, l'éthique, en fait, en tout cas moi j'ai compris comme ça, c'est un comme si. C'est un comme si de la continuité et de pourquoi, tu le dis à la fin, pourquoi c'est malgré tout nécessaire. Ça, c'est la question de la responsabilité. Et moi, je finis par penser que c'était un peu, entre guillemets, lévinassien, parce que il y avait une espèce de comme ça, de réquisite d'une responsabilité à la fin, et que je trouvais malgré tout assez intéressante. Donc ça, c'est un premier point sur ce déficit de la fonction symbolisante qui, malgré tout, est un grand danger pour le principe d'individuation, quel qu'il soit. Parce que, je te dis, moi, je te raconterai à la fin une histoire, pas une histoire, mais une allégorie de ce que je propose, entre guillemets, c'est quoi le principe d'individuation? Je fais une allégorie qui fait écho un petit peu à ce que tu dis. Et fondamentalement, ce qui intéresse, c'est cette fonction symbolisante. Le deuxième point, c'est la réflexion d'ordre littéraire. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert Proust, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est ça un sujet. Et notamment Proust, et Proust
entre guillemets, interprété aussi par Deleuze, puisque quand vous lisez un livre qui est fantastique, enfin selon moi, sur Proust, qui s'appelle Proust et les signes, et où Deleuze vient véritablement expliquer le processus à la fois de réminiscence, la question du rapport au temps, la saisie du moi proustien, mais qui est en fait dit Deleuze, qui n'est qu'un sujet hyper fragmenté, et il y a mille réminiscences, et en fait, et c'est là où la phrase qu'elle indique qui est superbe, la langue nous tient, et d'une certaine manière, ce qui malgré tout chez Proust, c'est que c'est la langue qui finit par montrer comment elle tient les choses, et des choses qui de fait ne tiennent pas, mais voilà, le régime proustien de la conscience, régime proustien de la conscience et le régime proustien du moi me paraît très en écho avec ce que tu racontes. Bien évidemment, je ne le dis pas du tout de la même façon, mais il y avait là aussi ça m'a fait écho à ça. Et puis une dernière réflexion qui m'a fait écho, c'est Ricoeur, Soi-même comme un autre. Là aussi, parce que Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, propose comme ça trois... D'abord, il dit qu'il faut absolument dépasser cette illusion substantialiste du sujet. Ça n'existe pas, en fait. D'une certaine manière, il propose un double écueil, un peu comme toi, quand tu dis discrétion radicale, c'est pas tenable. Voilà. Mais continuité radicale, c'est pas tenable non plus. Tu as tout un passage là-dessus en disant, voilà. Chez Ricoeur, il va dire, voilà, il y a l'identité, ce qu'il appelle l'identité idem. Donc l'identité idem, c'est tout comment dire, l'ensemble des marques distinctives qui permet justement d'identifier et de réidentifier un individu comme étant le même. Bon. Donc ça, c'est l'identité idem, mais il dit, mais en fait, cette identité idem, elle dit très peu de ce qu'est un sujet. En fait, ça ne nous intéresse pas, parce que c'est... Bon, voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il appelle l'identité ipsée, et c'est très joliment dit chez Ricoeur, puisqu'il dit, en fait, l'identité ipsée, c'est l'ordre de la promesse. Et je trouve que c'est assez beau. On pourrait appeler ça l'ordre... C'est-à-dire, en gros, le sujet... Alors, peut-être que c'est le sujet tel qu'il promet quelque chose à l'autre. Et c'est ça, et je crois que c'est vrai, ça dit quelque chose de qu'est-ce que c'est qu'un sujet. Un sujet, ça se dit dans la promesse à l'autre, dans la parole donnée à l'autre. Et c'est ça qu'on attrape. Et puis il termine en disant, en fait, fondamentalement, c'est l'identité narrative, le sujet, et l'identité narrative, c'est l'identité, non pas comme jeu, ça suffit pas, mais comme récit, mais comme mise en intrigue, mais comme style, etc. Donc moi, c'est vrai que j'ai plutôt toujours défendu l'identité comme style, pour montrer à quel point il n'y avait jamais d'assignation à résidence. Alors, j'étais pas capable de dire est-ce discrétionnaire, est-ce que c'est continu, j'étais pas capable de rentrer dans ces fonctions-là, mais en tout cas, voilà, ça me parle, entre guillemets, dans ça. Alors, dernier point, quand je disais tout à l'heure, quand je suis parfois en clinique avec des patients, qui malgré tout, c'est des questions clés hein, pour les patients, parce que et c'est là où j'en viendrai avec des questions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous aide à mieux penser ou pas du rapport à soi, du rapport aux autres, etc. En quoi ça peut nous autoriser d'un peu de moins de drame, parce que sincèrement en clinique, on fait l'expérience de vraies angoisses, de morcellement, de dépression, etc. Mais simplement sur cette question de mais qui suis-je? Donc c'est pas une mince affaire cette histoire-là. Et donc très souvent j'utilise, et parce que tu parles à un moment donné de Dionysos et d'Apollon, et puis d'ailleurs tu trouves que Dionysos est plutôt du côté du grand tout, t'as pas totalement tort, mais en même temps je suis pas totalement d'accord, et c'est pour ça que je pense qu'il y a chez Dionysos la grande figure du métamorphique, mais il y a fondamentalement la grande figure du démembré, de l'hyperfragmentaire, et que Dionysos c'est aussi ça. C'est pas que l'ivresse du grand tout, et surtout j'aime bien donner cette allégorie du principe d'individuation en disant ben voilà, vous savez ce que c'est qu'un principe d'individuation, c'est le thiase dionysiaque.
Alors le thias dionysiaque, c'est quoi? Le thias dionysiaque, c'est que, en fait, Dionysos n'est jamais seul, et ça n'existe pas. Il a toujours une espèce de cohorte de cours des miracles derrière lui, avec des silènes, des nymphes, des faunes, du gender fluide, des vieux, des jeunes, des bébés, des plantes, des trucs qui dansent, machin et tout. Et tout ça fait une danse. Et je dis, un principe d'individuation, c'est tout ce machin-là. C'est du généalogique, c'est-à-dire ça discute avec tous les étages, à tort, à raison, illusion ou pas. Ça a des rapports à soi qui sont, entre guillemets, métamorphiques. C'est en blessure totale, parce que Dionysos, c'est du difforme, c'est du ceci, et malgré tout, ça produit régulièrement un récit, un cortège, une danse, et c'est ce point-là qui raconte un principe d'individuation. En tout cas, c'est comme ça que je présente Alors ça rassure mes patients en disant « Ah, ouf !» Parce que, bien évidemment, on est tout d'un coup dans ce truc de démembrement, ils se disent « Ah bon, il y a une cohérence là-dedans? Ah bon, on a le droit de faire ça ?» Et je pense que, malgré tout, c'est plus juste que la pseudo-continuité qui nous est proposée et qui passe littéralement et qui est terriblement psychorigide et dangereuse. Bon, donc ça c'était un point. Alors maintenant j'ai des questions pour, comment dire, vous deux, tu y reviens, mais parce que je pense que c'est important, tu y reviens, tu l'as dit tout à l'heure sur la schizophrénie, mais moi j'aimerais bien te réentendre sur, en fait, qu'est-ce qui se passe pour un sujet schizophrène par rapport à ça? Est-ce que c'est l'incapacité du comme si? Est-ce que c'est le délirium de la continuité radicale? Que tu nous redises ça. Ça m'intéresse parce que d'abord, moi j'ai des patients schizophrènes que j'ai en co-tutelle avec des psychiatres. Qu'est-ce que comment tu verrais sur les atteintes de type PTSD? Parce que de fait, dans les atteintes PTSD, qu'est-ce qui surgit? Le fragmentaire. Alors, vraiment, résolument. Le fragmentaire comme souvenir. Et d'ailleurs, on les accuse très souvent. Tu en connais, hein, vous ne vous souvenez pas bien, vous ne faites pas continuité, alors que précisément la continuité est une illusion, et que peut-être qu'il raconte précisément le brut vrai de l'histoire, et l'incapacité, voilà, tu vois. Donc ça, je trouve que ça serait très important, parce que pour le coup, c'est une vraie problématique. Alors là, dans l'accompagnement de la prise de parole du trauma, dans la justice, etc. Donc je voulais t'entendre sur, c'est quoi ce que tu veux, voilà. Et puis voilà, bêtement, une compréhension de l'état discret de notre conscience est-elle susceptible de nous aider à mieux comprendre notre psychisme et notre relation au monde? Et puis, dernier point, et là c'est plus compliqué pour moi, alors est-ce qu'il y a une différence de nature entre une illusion, entre guillemets, qui est malgré tout un comme si, de continuité, et puis une construction cérébrale d'unification des états discrets de la conscience, validée comme, j'imagine, normale. Alors, comment? Voilà, est-ce que c'est une simple affaire sociale au sens où à ce moment-là, ce sont les autres qui viennent cadrer ma perception et me dire qu'en fait, mon illusion, ma construction mentale est validée, alors qu'elle est un comme si. Enfin voilà, tu vois la question, c'est-à-dire que ça, pour le coup, voilà, je ne sais pas nécessairement, à ce moment-là, ça veut dire que ce qui est proposé, le comme si qui est proposé du schizophrène, après tout, il n'est pas validé là, à l'instant T, en fait, il n'est pas validé par la convention sociale, mais point barre, sinon il est valide. Enfin, donc c'est ça que voilà, c'était différentes questions qui m'interpellent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est en t'écoutant, j'apprends beaucoup de choses. Et puis, notamment avant de répondre aux questions, j'aime bien cette notion de définition de l'identité par la promesse faite à l'autre, parce que je connaissais pas. Et j'ai discuté parfois de Ricoeur, parce que par exemple Ricoeur, c'est étrange pour moi, mais il refusait de pouvoir tirer le moindre enseignement de l'étude du pathologique pour penser le fonctionnement de l'individu qui va bien. Et on en avait discuté, pourquoi pas avec lui, mais avec des commentateurs de Ricoeur. Alors, du coup, j'aime bien cette idée de la promesse, parce que, effectivement, l'idée, cette image de continuité, c'est que si, quand vous pensez être en communication avec les autres, par exemple, à travers l'empathie, je pense, ensuite on peut le discuter, là,
on peut parfois avoir l'impression que si quelqu'un souffre devant moi et que j'éprouve de l'empathie pour lui, en fait, on peut décrire deux grands mécanismes d'empathie, à la fois psychologiques et cérébraux. C'est assez intéressant. Et je pense à un ami, Nicolas Danziger, qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez une sorte de premier phénomène qui est de la résonance en fait empathique, une sorte de résonance miroir émotionnelle, où en fin de compte, pour le dire avec les mains, c'est comme si en fait vous avez de l'empathie pour la personne parce que cette personne c'est vous en fait. Et une sorte pour moi j'appelle ça une forme de pseudo-continuité, de projection. Et puis évidemment il y a une autre forme d'empathie, il n'y a rien de péjoratif, on décrit comment on fonctionne, comme disait Alain, c'est notre condition. Il y a une autre modalité de l'empathie qui est une empathie plus, on pourrait l'appeler plus altruiste, où vous arrivez à avoir un souci de l'autre et une préoccupation de sa douleur, sans vous voir vous-même avoir mal en fait, sans passer par ce truc de résonance miroir. Et juste pour le citer, Nicolas avait fait plusieurs travaux en étudiant une population d'individus qui ont une insensibilité congénitale à la douleur pour une raison génétique. Donc des personnes qui, n'ayant jamais éprouvé personnellement la douleur face à quelqu'un qui a mal, ils n'ont pas la résonance miroir, empathique, projective, c'est moi. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'en fait ces patients sont néanmoins, pas ces patients, mais ces individus, sont capables de faire preuve d'une empathie altruiste, mais qui est pour le coup beaucoup plus lucide, beaucoup plus ce comme si, un peu pour moi déjà de continuité. Donc du coup, définir l'identité comme une promesse faite à l'autre, je l'entends comme ça, comme quelque chose où mon rapport à l'autre, c'est pas un truc projectif où l'autre n'est qu'un objet de ma saisie, quelle que soit la bonne ou mauvaise intention exercée contre l'autre. Voilà, premier point. Alors, sur la question, sur la schizophrénie, je ne vais pas être long, et je suis pas psychiatre, mais je travaille beaucoup aussi sur ça. Il m'est arrivé de travailler là-dessus. Et comme philosophe, peut-être ça t'intéressera de savoir j'aimerais bien avoir ton avis. Quand vous lisez, pardon, tu veux rebondir sur ce point-là? Non, j'aurais une question à poser sur la schizophrénie. Après. Oui, d'accord. Après. Super. Je fais court sur le... vous savez que Descartes, par exemple, là où il paraît souvent étonnant, c'est son dualisme, le dualisme cartésien. Et en fait, en écrivant, en faisant cette recherche et ce livre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que d'une certaine manière, même dans le traité de l'homme, dans beaucoup de textes de Descartes, vous avez une sorte de neuropsychologie avant l'heure 17e, ça veut dire, Descartes vous dit en fait... la matière, et il parle de l'être humain, c'est totalement dissociable. Il a cette notion de... Et il est gêné parce qu'il a l'impression que la conscience, elle, n'est pas dissociable. Et par exemple, il y a une phrase qu'on utilise souvent, il dit que nous n'avons qu'une seule pensée à la fois d'une même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser plusieurs choses en même temps. Donc, il était gêné par l'aspect unification de la pensée consciente par rapport à l'aspect mécano. Et donc, une hypothèse, c'est que peut-être qu'il est devenu, en tout cas que le dualisme, c'est pas pour se cacher de l'Église, peut-être qu'il était vraiment dualiste, et peut-être qu'il était vraiment dualiste à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait le problème de la modularité, si on le traduit en termes contemporains, la modularité de l'esprit, psychologique et cérébral, et un aspect qui brise la modularité, qui est unificateur de la conscience, et du coup, il ne voyait pas comment faire coller. Et la théorie qu'avec Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, l'espace de travail global qu'on essaye de développer, sur la base aussi d'un psychologue américain, Bernard Bass, qui avait proposé un premier modèle, c'est en gros de proposer une résolution de cette notion de modularité-non-modularité, et d'où l'idée du discret et du continu. Un peu comme si, en réalité, notre conscience, elle produit cette fiction de continuité sur un assemblage qui est beaucoup plus discret, sans devenir dualiste. C'est une proposition. Alors pourquoi toute cette introduction? Parce que dans la schizophrénie, beaucoup de travaux montrent que par exemple quand vous présentez des informations, des stimuli, des voix, des images à des patients schizophrènes, dès lors que vous ne les présentez pas de manière consciente, donc dès lors que ça pourra être traité sans qu'il y ait subjectivement en première personne un rapport subjectif, en fait tout se passe de manière assez comparable à ce qui se passe chez un individu qui n'est pas schizophrène. Et là où ça devient très 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 différent, c'est dès lors qu'il s'agit de gérer consciemment l'information. Donc je renvoie à des travaux de Raphaël Gaillard, d'Antoine Delcul. On en a fait aussi au moment de ma thèse avec Stan et avec Jean-Luc Martineau et Eric Artige. On avait montré qu'en amorçage subliminal, eh bien, les sujets schizophrènes sont tout à fait comparables en comportement et en activation cérébrale, mais que dès lors qu'on est dans une gestion consciente de l'information, là, il y a des problèmes. Et du coup, on peut se poser la question de savoir si la schizophrénie, et là j'arrive vraiment à ta question, si on peut la penser davantage comme une perturbation, une maladie de la conscience, en fait, en réalité, où cette capacité à pouvoir unifier ce mécano cérébral, à pouvoir faire jaillir aussi une continuité temporelle de cohérence, et donc du coup à construire cette cohérence subjective dans des intervalles de temps, etc., eh bien on a l'impression qu'on peut relire la sémiologie dissociative, certains aspects en tout cas, et certains des aspects d'angoisse, de morcellement qu'on peut voir chez des patients schizophrènes par exemple, qui pourraient être des symptômes
de ce niveau-là, en fait. C'est que là, et du coup, on arrive à ta question de dire pourquoi est-ce que cette fiction de continuité, elle a l'air si précieuse. Nous, on a des réponses bêtes, mais c'est que c'est pas mal d'échantillonner le monde plutôt que de le traiter en temps réel, parce que si vous deviez tout traiter, le temps que ça vous prendrait pour le faire, ça serait déjà fini, vous n'auriez pas de moyen d'agir. Donc si vous pouvez interpoler, inventer, créer, vous pouvez aussi anticiper ce qui n'est pas là, avoir une capacité de création, et comme disait Alain, les 900 cm3, et bien dans notre cortex préfrontal, notamment, cette capacité projective, interprétative, faire des hypothèses sur ce qui n'est pas, imaginer que ça puisse être autrement. Donc tout ça, on peut avoir une sorte de généalogie du comment de cette continuité, et sur cette discrétion par ça. Mais par ailleurs, je pense que du coup la schizophrénie, mon hypothèse ce serait ça, c'est que ça renverrait, et que la symptomatologie de la schizophrénie renverrait à ça. Et c'était un autre point que j'ai pas dit où j'étais d'accord avec toi, mais parce que tu étais d'accord avec moi, donc j'étais d'accord avec moi, c'est qu'en fait, la discrétion temporelle, pour moi, elle n'est pas seulement quand je pense à moi il y a 5 ans, c'est que je pense même ce soir, là, par exemple, tout le temps en fait. Sûr, oui, Et que cet élément, il est clé aussi aujourd'hui, parce que parfois on a l'impression, dans une version un peu psychologisante des situations qu'on vit, j'aime bien Alain Ehrenberg, son concept là, de la fatigue d'être soi, et je pense qu'il y a une couche supplémentaire, c'est de dire que souvent les gens font l'apologie dire voilà, là on a gagné en liberté d'autonomie individuelle, et tout le monde s'en réjouit, mais avec l'impression que du coup on enchaîne des vies différentes, en termes d'activité professionnelle, de lieu de vie, d'identité, de genre sexuel, de préférence sexuelle, tout ce... Et souvent, les gens ont l'impression parfois que le truc est difficile. Là où ça peut être simplifié, c'est qu'en fait, on ne change pas quand on change sur ces signes qui sont déterminants, qui sont importants, mais qui sont particuliers. On change tout le temps. Je veux dire, même si vous avez une vie absolument banale et absolument qui semble tout à fait identique, vous ne cessez de changer. Le fameux fleuve dont parlait aussi Alain. Donc ça veut dire qu'il y a cet aspect-là. Et donc du coup, la schizophrénie, je crois, elle illustre pour moi, et on peut le tester, mais on a plein d'éléments qui pointent dans cette direction, comme en fait une sorte, entre guillemets, de mise en déroute ou de faillite, pas complète heureusement, mais de certains des éléments de cette unification de continuité consciente, en réalité. Ça serait la première question. Alors du coup, tu m'as chargé ma mémoire de travail. Et, oui, on va laisser. alors le PTSD, Voilà, ce que je viens d'entendre, c'est que ma question va se transformer en une petite proposition de rien du tout, d'accord. J'ai fait allusion à ce qu'on appelle les périodes critiques. C'est-à-dire que quand vous sortez un animal sort du ventre de sa mère, il est mis en face du monde et il apprend à voir. Son cortex visuel apprend à voir, il apprend à entendre, son cortex auditif apprend à entendre, il apprend les rapports sociaux, puisque s'il n'a pas de rapports sociaux, les régions qui sont impliquées dans les traitements des rapports sociaux ne se développent pas normalement. Et il y a une période très importante dans la vie, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, s'appelle la puberté. Moi je veux dire que c'est oublié quand même. Mais où le monde change, n'est-ce pas, et où vous-même vous changez, vous ne regardez plus de la même façon, les gens ne vous regardent plus de la même façon. On passe d'une sexualité infantile à une sexualité adulte. Et ça s'accompagne dans le cortex frontal dorsolatéral de remaniements qui sont les mêmes que ce qu'on peut voir dans le cortex visuel quand on apprend à voir, c'est-à-dire en fait une augmentation de l'inhibition, une baisse de l'excitation, un renversement de la balance IRI. Et on peut, la question serait, qu'est-ce que vous pensez de ces théories qui disent que ce soit pour des raisons génétiques multiples ou environnementales multiples, parce que faut faire attention à la schizophrénie. Il y en a peut-être énormément de schizophrénies différentes. Est-ce que s'il y avait des conditions qui fait qu'à ce moment-là, le cerveau n'est pas capable de changer ses connexions pour répondre à ce nouvel rapport entre l'individu et le monde, parce que l'individu et le monde changent, est-ce que ça ne peut pas créer des dissociations qui amènent à des symptômes de type schizophrénique? Ce qui serait très intéressant, parce que si c'est vrai, ça voudrait dire que comme on peut rouvrir la plasticité chez l'adulte, en tout cas pour le système visuel, on peut le faire. Et si c'est les mêmes systèmes de balance II un peu plus compliqués, mais pas tellement différents probablement, parce que c'est vrai pour l'anxiété, dans les périodes postnatales, chez la souris en particulier. Je suis biologiste.
J'ai raté mes études de médecine. Je veux dire, je ne les ai pas faites. Ça. La vie est faite de tout ce qu'on n'a pas fait, beaucoup plus de ce qu'on a fait. Bien sûr, ça, c'est clair. Donc, D'accord. mais ça veut dire que si on peut rouvrir le PC chez l'adulte, est-ce que vous pensez qu'en rouvrant dans cette région particulière du cortex frontal dorsolatéral et en mettant l'individu dans un métavers qui serait un peu différent de celui est-ce qu'on pourrait réparer est-ce que c'est pas un peu ce que fait le psychanalyste d'une certaine façon, sans le faire exprès forcément, mais pas pour des maladies comme les schizophrénies, plutôt évidemment pour les névroses, mais les angoisses aussi. Et donc c'est une interrogation que j'aimerais bien vous entendre, qui est des vrais scientifiques et des vrais médecins. Ça, c'est toi d'abord. C'est moi tu d'abord. fais du PST, voilà. Et puis tu feras du Non, PSD un peu. je trouve que l'hypothèse, elle me semble très... Je ne connais pas suffisamment la schizophrénie pour te répondre, mais elle me semble très, très séduisante et elle me semblerait très vraisemblable. Et tu disais tout à l'heure, et c'est aussi un point de convergence, c'est que c'est pas un cerveau dans un bocal qu'on est, donc c'est cette notion d'interaction avec l'environnement en permanence qui va déterminer notre fonctionnement, et notamment dans les aspects les plus complexes. Voilà. On donne classiquement l'exemple des enfants sauvages, par exemple, qui vont marcher, mais qui... Là aussi, il y a des périodes critiques d'acquisition pour le langage, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Et on peut se demander même sur la conscience elle-même, l'aspect social, intersubjectif doit être évidemment extrêmement important. Donc pour reprendre ton point, je pense que non seulement c'est plausible, mais que, à mon sens, un des efforts de la psychiatrie actuellement, vous savez, dans les pathologies de type schizophrénie, c'est essayer d'identifier la phase présymptomatique, en fait, la période où il y a des tout petits signes de microsémiologie qui va dans la direction, justement pour prévenir, et peut-être avec des aspects, alors ce que tu proposes, d'une certaine manière, ça pourrait être recoloré par de la psychoéducation, ça veut dire essayer de modifier ce qui va se passer dans le cerveau et dans l'activité de ces patients par un rapport au monde qui va être proposé, qui sera différent. Par exemple, un des exemples qu'il y a, c'est qu'il semble qu'un des premiers éléments qu'on peut observer chez des patients qui vont devenir schizophrènes, c'est en fait une sorte de faillite de la confiance subjective. Mais même de la confiance subjective. C'est-à-dire que même quand on vous donne des tâches visuelles où on vous présente des stimuli qui sont très difficiles à voir, eh bien, il y a une sorte d'évaluation un peu métacognitive, c'est-à-dire d'avoir est-ce que j'ai confiance en ce que je crois que ce que je vois. Et en fait, ce système-là, alors ça fait appel, c'est vrai ou pas, on verra, mais il y a par exemple, là aussi, il y a des maths un peu derrière, simple, mais une approche bayésienne de la perception, avec l'idée que les a priori perceptifs vont changer et que la confiance subjective du sujet, ça serait un des premiers signes. Oui, mais si tu as un problème dans ta balance excitation-inhibition, tu as forcément des problèmes d'oscillation, en particulier à haute fréquence. Oui. Et si tu regardes des figures de Mounet, par exemple, puisque tu parles de trucs visuels, tu n'es plus capable de distinguer une figure de Mounet que c'est un homme. Ouais. Ça, comment il s'appelle, le mec Wolf a montré ça de façon absolument magnifique. Des oscillations qui sont modifiées dans le cortex frontal dorsolatéral des schizophrènes qui sont incapables, sur le plan visuel, de distinguer un humain dès lors qu'il est représenté. Il faut plus de temps, quoi. Il est capable, il ne faut pas 400 millisecondes, il lui faut une seconde, quoi. Exactement, et du coup peut-être que l'idée c'est, une fois malheureusement que les processus sont très engagés, arriver à ouvrir, après c'est fixé. Oui, voilà. Mais par contre, agir très tôt, et c'est d'après moi un des courants actuels, des tentatives d'approche thérapeutique innovante, ça serait ça exactement. Ça serait d'ailleurs, excusez-moi, mais finalement je me réveille. Donc, au fond, on n'est jamais. L'individu est en individuation permanente, mais il ne faut pas que ce soit trop non plus. En quoi permanente, pardon ? Individuation permanente, mais il ne faut pas que ce soit trop non plus, parce que sinon il ne pourrait même plus se raconter des histoires. Donc il y a forcément un frein à la plasticité énorme. Hein. Et la question c'est, est-ce qu'on peut rouvrir transitoirement ce frein pour réintervenir sur la construction du circuit, de telle sorte qu'il soit plus adapté, adapté ça ne veut rien dire, mais enfin, parce qu'au fond c'est une adaptation ce qui s'est passé, hein, mais qu'il soit adapté à un monde qui est plus compatible avec la vie sociale d'une certaine façon. Donc, et c'est vrai qu'il y a un frein, on le paye très cher d'ailleurs ce frein à la plasticité, c'est-à-dire que si on a une lésion cérébrale, ça ne repousse pas. Hein, alors que si vous retirez un morceau de cerveau chez un poisson ou une salamandre, il s'en fout complètement, ça repousse tout de suite, mais le poisson ne sait pas qui il est, donc évidemment c'est pas très grave d'avoir une lésion. Mais pour nous, c'est sûr qu'il faut un frein à cette plasticité qui est l'état par défaut du cerveau
Et en permanence, on a des signaux qui bloquent cette plasticité. Ça, c'est un truc, je pense, qui est assez intéressant du point de vue de l'individuation, parce qu'elle est forcément limitée aussi. Bien sûr, Hein. bien sûr. C'est pas n'importe quoi, quoi. Bien sûr. Et du coup, ces mécanismes d'action, ils pourraient puiser à tous les niveaux que tu mentionnais. C'est-à-dire que je pense que la psychothérapie, les modes d'interaction avec l'environnement, et puis d'autres choses, des stimulations cérébrales, de la pharmacologie, tous les niveaux, là, et là on peut devenir plus spinoziste, c'est-à-dire plus... On devrait être spinoziste depuis A jusqu'à Z. Je sais pas, moi je suis pas très spinoziste, mais je l'aime beaucoup, c'est comme toi. Bon, on va bientôt clore, mais est-ce que tu veux Oui, bien sûr, dire pardon. quelque Alors, chose oui, sur le PTSD. Voilà. Sur le PTSD, par exemple, alors, mon expérience en clinicien du PTSD, elle est limitée, mais j'ai vu plusieurs fois des patients, etc. Alors, en réagissant à ce que tu dis, ce que je trouvais très intéressant, moi j'ai l'impression qu'il y a un mélange pour le coup, qu'il y aurait une situation de psychopathologie qui mélange une composante de discrétion et une composante de continuité. La composante de discrétion étant que l'irruption, typiquement le souvenir flash, la réviviscence d'une scène traumatique chez un patient, fait que, ce qui me semble moi, c'est que pour le coup, lorsque les personnes vivent ça, ils perdent tout recul, tout jeu JEU avec ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc là, ils sont dans une forme de continuité avec la scène vécue. Alors qu'évidemment, quand vous êtes en train de vivre une situation, si vous êtes capable de garder aussi une distance, de pas être dans cette continuité. Donc là, je verrais le PTSD avec une modalité de continuité excessive qui est à l'origine de cette impossibilité de s'en extraire et de le revivre à l'identique, entre guillemets, subjectivement, et en même temps un truc de discrétion. C'est que ce truc, c'est un truc morcelé, isolé, pas raccroché au reste de l'existence, et donc et qui t'attrape. Et c'est étonnant parce comment est-ce qu'il a pu s'inscrire? Alors ça, c'est une autre question, tu as raison, mais déjà de décrire ses propriétés. Alors, est-ce qu'il a été... Moi, je verrais bien, par exemple, en psychopathologie de patients aussi neurologiques ou autres, on a l'impression, sur les phénomènes d'activation-inhibition, par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois de voir des patients qui vivent une scène très traumatisante et qui, de manière totalement involontaire, vont développer une amnésie d'identité. C'est-à-dire qu'en réalité, et on a l'impression, lorsqu'on les explore, on a exploré des patients comme ça, que avec les mains, tu aurais un système de protection, donc on peut, là aussi, la généalogie du comment darwinienne, elle n'est pas compliquée à imaginer, qui fait que tu as une situation de souffrance subjective, le sujet, de manière non volontaire, déclenche une mise à distance mnésique, donc pour pas s'en souvenir, en fait, mais ça perd le contrôle et ça va trop loin, et qui perd 10 ans, il se souvient plus de ce qu'il a fait pendant 10 ans. Mais ce sont des vrais tableaux, des amnésies d'identité. Quand vous entendez dans les médias, par exemple, on a retrouvé quelqu'un qui joue du piano je sais pas moi, à Gothenburg, et on ne sait pas d'où il vient, apparemment il vient d'Allemagne ou d'Espagne ou du Brésil, ces voyages pathologiques avec des amnésies d'identité, souvent ce sont des tableaux de cette nature. Et c'est des tableaux très étranges, parce que souvent les personnes ont des capacités cognitives totalement respectées par ailleurs, notamment en mémoire antérograde, mais ils ont une difficulté à accéder à des éléments de leur identité subjective. Et donc là, du coup, c'était la réponse à Alain, je pense que là, tu as l'impression en tout cas que tu as un système de protection qui s'est emballé, quoi. Bon, moi je vais juste faire une toute petite réponse sur, tiens, est-ce que les psychanalystes, comment dire, ce que j'ai compris de la question, comment on fait par la tienne, par la verbalisation, comment on fait pour récupérer le principe d'individuation, si j'ose dire. Moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, la réparation, cette notion de réparation est une illusion, pour le coup, totale. Et que donc, quand on analyse, on se heurte fondamentalement à cela, et que c'est contre-intuitif pour le patient, parce que précisément, il pense, le patient, que par la verbalisation, le diagnostic, la ressaisie par la parole de ce qui a été vécu et compris, etc., il va pouvoir comprendre, avoir le juste diagnostic, ce sera être réparé. Or, non. Et donc, il fait l'expérience qu'il faut pourtant en passer par là, mais qu'on se heurte précisément, et ce que je pense à la vérité, que soit c'est du discret, soit je ne sais pas, mais en tout cas, de toute façon, ce qui a été n'est pas. Donc, on ne répare pas. Voilà. Et que donc, nécessairement, il faut sublimer et il faut créer. Et il faut faire advenir quelque chose qui se joue devant. Bon.
je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Et ça, le moment où le patient comprend ça et lâche, parce qu'il faut faire le deuil aussi de cette continuité, de cette réparation, de tout ça. Et on n'est pas habitué, c'est pas une grammaire avec laquelle on nous a, et de manière éducationnelle, on ne nous a pas enseigné qu'on fonctionnait comme ça. Et en revanche, en analyse, on fait l'expérience profonde de ça, et avec des très très grandes résistances chez les patients qui disent, mais on m'a menti. Moi, on m'avait dit que si je venais parler et machin, eh ben, j'allais régler mon... Eh ben non, non. Tu vas acter que tu comprends ce qui s'est passé et que ça ne change strictement rien, et il va falloir se réparer par un acte de création qui n'a rien à voir avec le... Enfin, qui a peut-être à voir, mais en fait, s'il a à voir, c'est du comme si. Voilà. Et fondamentalement, il n'a rien à voir. Voilà. On crée de la résilience, c'est ça que vous voulez dire? Ah, c'est même... oui, mais... Parce que les animaux... Mais c'est pas une vision de la résilience comme elle nous est proposée avec cette idée de, tiens, l'état antérieur revient lui-même. Jamais de la vie. Les animaux très bizarres, vous savez, si vous prenez si on prend une souris, fait des petits, entre 0 et 10 jours, on sépare les souriceaux de la mer, ils s'en foutent complètement. Vous séparez les souriceaux de la mer entre 10 jours et 20 jours après la naissance. C'est une période critique. Hein. Ensuite, chez les adultes, vous soumettez tous les souriceaux à une défaite sociale. Et il y en a la moitié qui deviennent hyper anxieux ou déprimés, l'autre qui s'en fout complètement. Mais alors, totalement. Donc, ça veut dire que on peut se foutre du passé quand même. Ben, bien sûr. Voilà. Mais ça, j'en suis persuadé. Mais donc, vous pensez que vous apprenez à vos patients à mettre le passé au passif? Je tente, mais il y a beaucoup de résistance. Et pourquoi est-ce que ça passe? Je ne comprends rien, ma psychanalyse, j'ai jamais voulu faire ça, j'ai trop peur. Pourquoi est-ce que ça passe par un rapport personnel comme ça entre le patient et l'analyse? Et le transfert? Ouais. Comment ça se joue ça justement pour permettre de mettre le truc à la placard? La psychanalyse, ça fait... D'abord, comme dirait l'autre, il y a plusieurs schizophrénies, il y a plusieurs psychanalyses. Donc, il y a plusieurs types de courants. On va dire que dans la question un des éléments clés de cette histoire, c'est ce qu'on appelle le transfert. Le transfert, c'est deux choses. C'est une première définition qui est, alors, justement, entre guillemets, cette illusion de la répétition, du pattern, c'est-à-dire de voir que qu'est-ce que je répète, pourquoi je le répète, etc. Et donc je vais par ailleurs transférer sur mon analyste mes pulsions, notamment négatives ou positives. Donc on peut avoir des transferts négatifs très difficiles à gérer, parce que c'est tout sauf agréable, et puis en plus ça bloque beaucoup de choses, mais malgré tout on voit. Alors là, c'est presque comme de l'imagerie, c'est-à-dire on voit le symptôme en acte dans un transfert négatif. Bon, maintenant, une fois qu'on le voit, il faut aller chercher. Bon, donc ça, c'est et malgré tout, donc il faut bien quelqu'un pour que ça se joue, cette manière d'extérioriser le symptôme. Généralement, ça se joue sur les éléments de la famille ou les autres ils disent on n'en peut plus. Bon, donc vous au moins vous êtes entre guillemets payé pour cela et ça fait et comme ça. Dans un deuxième temps, vous pouvez dire vous voyez quand même. Est-ce que vous voyez? Parce que malgré tout, l'espace analytique est un espace de réflexivité. Donc c'est aussi ça l'enjeu. Et puis c'est un espace normalement sans danger, parésiastique, mais au sens où Foucault le dit, c'est-à-dire tiens, il est possible de dire la vérité sans être tué, normalement. Bon, il y a très très peu d'endroits comme ça dans le monde. Et je ne sais même pas si normalement dans l'espace analytique, oui, mais bon. Les humains restent des humains. Mais deuxième temps du transfert, qui est une définition plutôt à la Roustan, c'est-à-dire qui est classiquement la confiance ou la guéré, ou qu'est-ce que je donne à cet autre qui est en face de moi, et va savoir pourquoi. Dans un langage Ricoeur, ce serait peut-être espèce de lien de promesse à l'autre, et qui fait que tout d'un coup, j'ai l'impression que l'autonomie va se jouer par une hétéronomie, c'est-à-dire que c'est très socratique, c'est-à-dire qu'en gros, tiens, il se joue ici et maintenant,
c'est pas tellement parce que c'était lui, parce que c'était moi, parce que c'est pas ça, mais c'est que là, tout d'un coup, dans cet espace analytique, qualitatif, je me sens en confiance pour aller saisir mon sujet, précisément là au point où ça s'est arrêté dans mon histoire, pour X et X raisons, trauma, inceste, viol, deuil, ça s'était arrêté, je pensais que j'étais enfermée dans le pattern de ça s'est arrêté, et puis tout d'un coup, parce qu'il se joue une relation qualitative avec lui, cette chose-là, l'autre, là, l'analyste, l'analysant, eh ben, je me remets, vous diriez, à desserrer le frein de la plasticité cérébrale. Et je desserre légèrement ça, mais même un tout petit peu, ça repart, quoi. Et ça, quand on arrive à faire ça, c'est quand même très précieux, parce qu'on voit littéralement un être aller vers ce qui est la vérité pour moi d'un être, c'est-à-dire un phénomène de création. Il faudra inventer une pharmacologie pour aider à dénouer le truc, non? Il C'était... faudra inventer une pharmacologie pour aider à dénouer un peu le truc. Ah non? oui, mais bon... Ça vous aiderait quand même. Oui. Mais en l'occurrence, juste pour la blague, moi je travaille beaucoup en co-tutelle avec des psychiatres, et je sais que mes camarades psychanalystes n'aiment pas beaucoup ça, mais moi je suis très pharmaco de base, et donc, si vous voulez, il y a des niveaux de douleur, de transfert négatif, de pathologie, de machin, qui empêchent tout système analytique. Donc il faut faire un petit tour chez le psychiatre, éventuellement avoir un sous-dosage de telle ou telle chose pour enfin 2 secondes, tu vois, ce décès-là, et puis tiens, pouvoir accéder à, ce travail analytique, en douleur, machin et tout ça, mais au moins possible, alors que sincèrement c'est infaisable ailleurs. Et puis alors après, il y a une autre grande question, à quoi ça sert, et sincèrement je m'y heurte, à quoi ça sert le travail psychanalytique avec un hyper schizophrène, puisque moi j'en ai, en co-tutelle, etc. Non, je ne sais pas répondre à cette question, parce que soyons honnêtes, Toscaïès disait, on fait une folie à 2, quoi, bon. Mais à part faire la folie à 2, tu vois, alors peut-être que là, on bascule dans simplement être avec un autre humain, tu vois, mais je ne sais pas ce qu'on fait. Voilà, ça c'est vrai. Merci. Bon, merci pour tout. Merci Lionel. Merci véritablement à Lionel Nakache et Alain Prochian, parce que c'était, je crois, une très très belle soirée. Et puis, à bientôt tous. Voilà, merci à Cynthia Fleury quand même. Merci beaucoup. Merci. Voilà.